Chers camarades, aujourd'hui c'est un live un petit peu spécial, hein. On lance la campagne de financement participatif sur le prochain ouvrage collectif que j'ai la chance de diriger, un bouquin sur les chevaliers, un gros bouquin collectif de vulgarisation scientifiquement carré, à jour et accessible avec des belles cartes, des belles illustrations. Vous avez toutes les infos de cette campagne et en attendant, eh bien, je vous propose de passer les 2 prochaines heures à discuter avec notre invité que je vais vous présenter, où on va revenir sur la fin des chevaliers. Parce qu'en effet, comment s'est terminée la chevalerie ? C'est pas rare d'entendre parler de déclin de la chevalerie à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, alors qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça. On assiste à cette période à la naissance d'un véritable idéal chevaleresque, à la fois dans la littérature, avec notamment les fameux romans de chevalerie, mais cet idéal, il a aussi eu des impacts directs dans la société de l'époque, et ça jusque dans les pratiques militaires. Alors pour y voir plus clair dans tout ça, eh bien aujourd'hui je vais avoir le plaisir de recevoir l'historien Benjamin Deruel, qui est un spécialiste du sujet. Benjamin, il est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Il est titulaire de la chaire en histoire de la guerre. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur des sujets de prédilection, comme De papier, de fer et de sang, chevaliers et chevalerie à l'épreuve de la modernité, 1460-1620, je sais c'est long, c'est paru en 2015. Il a participé à l'écriture de Monde en guerre en 2019 également. Il co-dirige plusieurs éditions, dont War Studies chez les presses universitaires du Septentrion et Guerre épée chez les éditions de la Sorbonne. Et à côté de tout ça, il est aussi l'un des membres de la team d'Avengers qui a participé justement à l'ouvrage collectif Nota Bene sur les chevaliers que je viens de vous partager et dont la campagne de financement est en cours. Bref, la boucle est bouclée et maintenant je vous demande de souhaiter la bienvenue au camarade Benjamin Deruel. Bonjour Benjamin, comment ça va ? Bonjour, merci, ça va très très bien. Écoute, je suis ravi de te recevoir dans cette émission pour qu'ensemble on puisse parler de la fin de la chevalerie. C'est un peu ton dada. Oui, ça m'a occupé pendant une bonne dizaine d'années, dirons-nous. Ouais, bah, donc c'est pas mal. Et donc comme je le disais à l'instant, tu fais partie de la team de 14 auteurs et autrices qui ont rejoint le projet Chevalier, Nota Bene, qui est le nouveau livre collectif. Donc merci aussi à toi d'avoir accepté de participer à ce bouquin. Ben, merci beaucoup à toi, c'est un plaisir d'y participer et puis c'est toujours agréable de voir que les recherches universitaires peuvent trouver un rayonnement au-delà du cercle académique. Alors, la question traditionnelle que je pose à tous ceux qui passent dans cette émission, comment est-ce que toi t'en es arrivé à bosser sur ce sujet ? C'est quoi un petit peu ton parcours ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Est-ce que tu aimais jouer au chevalier petit dans la cour d'école ? Est-ce que tu aimais particulièrement jouer au chevalier qui se faisait flinguer en premier, vu qu'apparemment tu t'es spécialisé dans le déclin des chevaliers? Alors non, ça a rien à voir avec une passion de jeunesse. J'ai fait tout mon parcours à l'université. À la fin à l'époque, on avait le DUG et la licence. Donc à la fin, après mon DUG et après ma licence, j'ai cherché un directeur de recherche. J'avais beaucoup apprécié les enseignements d'Hervé de Réveillon, et donc j'ai été le rencontrer pour lui demander s'il avait un sujet à me proposer, puisque c'est le moment où Hervé de Réveillon commençait à travailler sur la guerre. Et donc il m'a orienté sur la bataille de Pavie, et j'ai fait ma maîtrise sur la bataille de Pavie. Et donc j'ai étudié cette bataille comme une campagne avec ses causes, son déroulé, ses conséquences, et j'ai consacré mon dernier chapitre à l'idéal chevaleresque pendant la bataille de Pavie et à ce qu'il disait de cette société militaire. Et à la suite de ma maîtrise, Hervé de Réveillon m'a dit ça serait bien de faire une thèse, et donc on a décidé ensemble de partir sur ce dernier chapitre de ma maîtrise. T'as bossé sur quel type de sources ? Ce qui m'intéressait, c'était d'observer finalement les transformations historiques de ce système chevaleresque, de ce système de pratique et de représentation, de comprendre au travers de l'idéal chevaleresque, comment évoluait plus généralement la condition militaire et puis les sociétés du début de l'époque moderne. Et donc pour faire ça, l'idée encore une fois, c'est pourquoi la culture chevaleresque conserve une pertinence, pourquoi est-ce qu'on continue à convoquer cette culture chevaleresque, et pourquoi est-ce que elle demeure finalement un des fondements symboliques du social et du politique. Et donc l'objectif, c'était d'envisager l'idéal chevaleresque de manière anthropologique. Donc non seulement au travers de l'idée, l'idéal chevaleresque, mais aussi au travers des usages et donc des pratiques. Ce qui fait que
pour mon travail, j'ai mobilisé à la fois des sources littéraires, donc les romans de chevalerie, la littérature chevaleresque du XVIe siècle, pour comprendre ce système, comment est-ce que ce système traversait finalement le XVIe siècle, et puis pour comprendre les pratiques, pour articuler ce système de représentation avec les pratiques de l'idéal chevaleresque qui pouvait avoir lieu au XVIe siècle. Là, j'ai convoqué à la fois des traités de noblesse, des traités de chevalerie, des traités militaires, mais aussi des mémoires d'hommes de guerre, des chroniques qui décrivaient les opérations, et puis de façon un petit peu plus marginale, des correspondances, des gens qui pouvaient expliquer ce qu'ils avaient fait dans leurs lettres. Alors avant d'aborder ce déclin de la chevalerie et donc les différents usages qui ont pu être faits de cette chevalerie, ça serait peut-être bien de faire un point sur c'est quoi la chevalerie déjà. Commençons par le début. Donc est-ce que toi tu peux nous faire un bref état des lieux de cette histoire de la chevalerie? À quand ça remonte la chevalerie? La chevalerie, elle naît au XIe siècle et à l'origine, le terme de chevalier désigne principalement le cavalier lourd. Donc, il désigne en fait une catégorie sociale qui est définie par la fonction de faire la guerre. Et donc, elle désigne ces hommes libres qui combattent à cheval et qui ne sont pas forcément tous nobles. Néanmoins, la possession d'un cheval, le maniement de l'épée, c'est un marqueur de noblesse. Et c'est aussi un obstacle économique à la pratique de cet art de la guerre. Et donc, si tous les chevaliers ne sont donc pas nobles, cette catégorie sociale a souvent tendance quand même à recouvrir la noblesse. Oui, il faut avoir de l'argent, quoi. Voilà, il faut s'équiper d'un cheval, s'équiper de la cotte de maille, des armes qui vont avec, être capable aussi de quitter sa terre pour aller combattre et donc de laisser d'autres s'en occuper. Ça nécessite un certain confort économique qui représente évidemment une limite au service. Et puis à partir des XIIe et XIIIe siècles, en marge de cette catégorie sociale, à côté de cette catégorie sociale, ou plutôt cette catégorie sociale va se doter finalement d'une idéologie, une éthique, une idéologie qui vont apparaître dans la littérature chevaleresque, et qui vont faire finalement de la chevalerie non seulement un groupe social, mais également un caractère de la noblesse. La chevalerie, ça devient en fait à ce moment-là une sorte de corporation de guerriers nobles. Et là, on a effectivement la confirmation de cette tendance à la superposition entre d'un côté la chevalerie, en tout cas ce groupe qui se revendique chevalier, et de l'autre côté la noblesse. Et puis au cours des XIVe et XVe siècles, la chevalerie va prendre une connotation plus honorifique. Et cette connotation plus honorifique va faire qu'elle va se resserrer socialement, sur un petit groupe qui, au sein de la noblesse, a fait le choix des armes. Et donc, un petit groupe qui va être aussi institutionnalisé au XIVe et XVe siècle. Pour être chevalier, il faut être adoubé, donc il faut passer par un rite qu'est l'adoubement. Ça nécessite aussi l'adoption de mœurs et d'une morale propre. Et donc, alors que la chevalerie a eu tendance jusque-là à recouvrir la noblesse, à partir du XIVe siècle, elle tend à se restreindre et elle ne correspond plus finalement aux limites de la noblesse. Et alors, l'âge d'or de la chevalerie, on peut considérer que c'est quoi? C'est le XIIe, XIIIe siècle? Traditionnellement, l'âge d'or de la chevalerie est considéré effectivement comme le XIIe, XIIIe siècle, ce moment où on a à la fois l'existence d'un groupe et puis l'existence d'une idéologie. Souvent, quand on est dans cette idée qu'il existe un âge d'or de la chevalerie, c'est pour ensuite expliquer que depuis son âge d'or, la chevalerie n'aurait eu tendance qu'à décliner pour s'éteindre finalement à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Et quand on fait ce genre d'analyse-là, souvent on reprend les arguments qui ont été donnés par les historiens depuis le XVIIe siècle et principalement au XIXe siècle, qui ont tendance à dire que ce déclin de la chevalerie, il est lié à un déclin de la noblesse. Une noblesse qui se serait laissée emporter par ses passions, par un art suranné de la guerre et qui aurait été incapable de s'adapter finalement aux transformations de la guerre qui ont lieu dans ce tournant du Moyen-Âge à l'époque moderne. Et alors, ce long déclin de la chevalerie de l'âge d'or jusqu'au milieu du XVe siècle, il est réel ou pas? Dans quel contexte ça se passe? Ce qui m'a semblé vraiment intéressant, c'est justement ce paradoxe entre, d'un côté, une historiographie
qui avait tendance à souligner le déclin de la chevalerie, à souligner l'idée que l'idéal chevaleresque ne serait plus alors qu'un archaïsme, un anachronisme. Parfois, on lit même une anomalie finalement qui perdure, une anomalie médiévale qui perdure à l'époque moderne. Et à côté de ça, l'observation que dans les fêtes de cour, dans les pratiques militaires, on conserve un certain nombre de pratiques, donc les tournois, les joutes, la course à la bague ou au faquin, ou encore la charge à la lance jusqu'à la fin du XVIe siècle. Donc là, il y avait un paradoxe qui me semblait intéressant à interroger. Ce qui est le contexte général, et c'est ça qui a été finalement le moteur de mon travail, c'est que la modernité s'ouvre sur une transformation de la noblesse, sur une transformation de l'État et sur une transformation de l'art de la guerre. Le passage du Moyen-Âge à l'époque moderne est souvent décrit en termes de grands processus, et parmi ces grands processus qui mènent à la modernité, donc la transformation de la noblesse, de l'État et de la guerre. Alors la noblesse, elle se transforme de différentes manières. Elle se transforme d'abord sous le coup d'une double crise, une crise épidémique. Les grandes maladies de la fin du Moyen-Âge ont emporté une partie de la noblesse. Et puis la noblesse connaît aussi à ce moment-là, 14e, 15e siècle, une usure biologique. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de nobles naturellement parce que à force de se marier les uns avec les autres, la reproduction est moins importante. Et donc ces crises épidémiques et cette usure biologique saignent la noblesse et vont entraîner un mouvement de renouvellement. Il y a un appel d'air, et donc on voit apparaître des nouvelles élites qui parfois sont des élites rurales, c'est-à-dire des gens qui vivent noblement à la campagne, mais on a aussi des nouvelles élites nobiliaires qui vont être issues du monde des villes, et notamment des marchands qui s'enrichissent grâce au grand commerce. C'est le moment de l'expansion, la première expansion européenne au travers du monde. Donc des marchands qui s'enrichissent grâce au grand commerce, qui peuvent acheter une terre noble, qui parfois vont envoyer des enfants à la guerre et qui vont se mettre comme ça à vivre noblement. Et puis, au même moment, l'État se développe, notamment pour financer la guerre. Il a besoin de nouveaux administrateurs pour la mise en place de nouvelles administrations. Et donc, on voit des élites qui sont aussi des élites administratives, dont la supériorité sociale est justifiée, elle, moins par le service en armes que par le service administratif. Et donc, au fur et à mesure, la monarchie, pour récompenser ces nouvelles élites, va lui concéder des privilèges qui vont les rapprocher de la noblesse traditionnelle, jusqu'au point, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, de former une nouvelle noblesse. C'est ce qu'on a appelé la noblesse de robe. Donc, vous voyez, renouvellement de la noblesse, mais aussi donc diversification des fonctions de la noblesse. On n'est plus noble simplement en servant par les armes, on peut être noble en servant dans l'administration. Et puis ce renouvellement, cette diversification, elle a amené la promotion de nouvelles valeurs. Et donc, la valeur de service tend à s'imposer sur le courage. Et donc, ça remet en question les manières traditionnelles de justifier la noblesse. Et puis, ça introduit un nouveau déséquilibre dans une noblesse diverse. Et désormais, une des grandes questions, la concurrence entre l'épée et la robe, va se jouer en partie sur la question de savoir qui, de l'épée ou de la robe, doit jouer le second rôle dans la société après le roi. Donc ça, c'est la première crise de la noblesse. Et puis finalement, le deuxième élément, c'est donc l'affirmation de l'État. À la sortie de la guerre de 100 ans, les souverains, donc notamment Charles VII et Louis XI, ont voulu réaffirmer un pouvoir qui avait été en partie dépossédé de ses prérogatives pendant la guerre de 100 ans. Pour garder l'adhésion d'un certain nombre de princes, la monarchie avait cédé certains de ses pouvoirs. Et donc, on a des grands princes qui, à cette époque-là, frappent monnaie, par exemple, ou lèvent l'impôt dans leur principauté. Et ils ont obtenu ces privilèges à cause de la faiblesse de la monarchie. Et donc, la fin de la guerre de 100 ans permet à la monarchie de vouloir réaffirmer son pouvoir en tentant d'abord de le centraliser, donc de ramener vers eux des prérogatives qu'ils auraient perdues, en le concentrant aussi entre leurs mains et entre les mains d'un petit nombre de conseillers, ce qui
fait penser à cette grande élite qu'elle est éloignée du pouvoir. Et puis s'opère aussi un grand mouvement de rationalisation et d'uniformisation de la gestion du royaume et de l'armée, qui se traduit notamment par la monopolisation de la justice, de l'impôt et de la guerre. Et donc là, évidemment, ce sont des transformations qui ne plaisent pas à la noblesse, qui se voit dépossédée d'une partie de ses prérogatives. Donc là encore, renversement finalement de l'équilibre politique, redéfinition des relations entre l'État et la noblesse. Et donc dans ce cadre-là, évidemment, il y a des mouvements de réaction. Et ces mouvements de réaction ont souvent été analysés comme justement cette incapacité de la noblesse à s'adapter et les révoltes qui naissent de cette réaction. Ça va des dernières guerres féodales dans la deuxième moitié du XVe siècle jusqu'à la Fronde dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et les échecs de ces révoltes sont analysés comme le signe de cette dégénérescence inéluctable de la noblesse face à l'affirmation de l'État. Et puis le troisième élément, c'est ce que l'historien Malcolm Roberts a appelé la révolution militaire, c'est-à-dire la transformation des manières de faire et de penser la guerre, l'avènement d'une guerre moderne dont l'essence pragmatique et violente serait antinomique de l'idéal chevaleresque. Et donc, c'est là qu'on retrouve la diffusion des armes à feu, l'essor des infanteries, l'évolution des tactiques, qui auraient rendu caduques finalement les valeurs anciennes de courage, de prouesse et d'honneur, et qui témoigneraient aussi là de l'incapacité de la noblesse à réformer ses manières de faire la guerre, et donc à s'adapter à cette guerre moderne. Et donc, dans ces trois éléments-là, à chaque fois, l'idéal chevaleresque est interprété, donc soit comme une survivance anachronique, soit comme le signe de ce déclin de la noblesse. Et mon travail a voulu essayer de renverser un petit peu l'analyse pour justement, parce que dans cette analyse-là, il y a un paradoxe. Si c'est un anachronisme, comment comprendre que des nobles continuent à aller se faire tuer à la guerre en chargeant à la lance alors que les ennemis sont équipés d'arquebuses? Ça paraît improbable, ça paraît insurmontable. Et donc, ça veut dire que s'il s'accroche à cet idéal, ça veut dire qu'il le trouve pertinent. Et donc, la question qui a été la mienne, c'était de comprendre pourquoi cet idéal restait pertinent, alors que partout ailleurs, on lisait que ce n'était pas le cas. Ouais, c'est rigolo cette histoire de l'arrivée des armes à feu qui vient contrebalancer un modèle, parce que bien avant ça, en fait, il y avait déjà eu des précédents avec l'arbalète. J'y pense, mais il y a eu une bulle papale qui est sortie, on va dire, au moment de l'essor des arbalètes, où on avait les personnes de pouvoir qui commençaient à se plaindre un peu en disant attendez, n'importe quel pecno peut tenir une arbalète, nous on a des super chevaliers et ils se font flinguer en 2 secondes, où est l'intérêt en fait? Interdisons les arbalètes, sinon c'est la fin de la chevalerie. Voilà. Alors tout à fait, on retrouve exactement les mêmes réflexes et les mêmes arguments dans le discours du XVIe siècle contre les armes à feu, notamment au moment où les armes à feu individuelles vont se diffuser sur les champs de bataille. C'est-à-dire que l'arme à feu, tout comme l'arbalète d'Azincourt, abolirait finalement la distinction sociale au cœur de la bataille, alors que la guerre est la fonction de la noblesse. Et donc, comme tu le disais il y a quelques instants, n'importe qui peut abattre le plus grand des princes d'un coup d'arquebuse sans même avoir vu le blanc de son œil. Et donc, ce n'est plus la qualité, ce n'est plus la compétence guerrière qui est mise de l'avant, mais l'arquebuse abolit finalement ce système-là au profit d'une technicité, d'une mécanique qui est dénoncée par les hommes de guerre du XVIe siècle comme étant une mécanique du diable. C'est l'arme de Satan, l'arquebuse. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que ceux qui vont se faire les chantres de cette dénonciation, Bayard, Montluc, etc., vont utiliser l'arme à feu sur les champs de bataille. Donc, quand on regarde les pratiques, il y a un décalage entre les discours et la pratique. Donc, ces gens-là sont pas perdus dans un idéal chevaleresque, s'attachent pas à quelque chose qui a complètement disparu. Ils sont capables d'articuler leur représentation de ce que doit être la guerre de la noblesse avec les pratiques du combat qui sont celles de leur temps. Ce ne sont pas des chevaliers perdus dans la modernité.
Non, non, mais aujourd'hui, je veux dire, dans d'autres secteurs, on a ça, on reprend des vieilles idées, on essaye de les faire coller à à ses habitudes, et on se donne bonne conscience pour y aller, tout en adhérant à un discours. On l'a bien vu depuis tout à l'heure, tu parles un petit peu au conditionnel, tu dis, voilà, il y a eu ça, ça aurait peut-être. Du coup, cette idée de déclin, tu nous le dis, en fait, elle peut être un peu remise en cause. Oui, enfin, cette idée de déclin, à partir du moment où on considère la chevalerie comme une culture, comme un projet de société, eh bien, on peut observer, donc on peut donner du sens aux survivances chevaleresques dans l'époque moderne. Hein. Et donc, on va trouver ce genre de survivance à la fois chez les élites traditionnelles, donc cette noblesse qui se justifie par son immémorialité, le fait d'avoir des ancêtres jusque dans les croisades, cette noblesse qui se justifie par la guerre, ça peut être la noblesse des nouvelles élites qui se distinguent en pratiquant la guerre, mais on va la retrouver aussi chez des élites lettrées, c'est-à-dire que les élites lettrées vont aussi s'emparer de l'idéal et des pratiques de la chevalerie. Et ce qui paraît aussi tout à fait intéressant, c'est de voir que au XVIe siècle, les moralistes vont s'approprier l'idéal chevaleresque pour mesurer la distance qui sépare les comportements de la noblesse avec l'idéal et pour dénoncer finalement cette distance en la justifiant sur le fait que cette noblesse a dégénéré et qu'il faudrait la réformer. Or, quand on regarde les choses un peu en détail, on se rend compte que depuis le XIe siècle, il y a des critiques qui sont formulées à la noblesse en prenant la chevalerie comme le prisme de cette critique. On va le retrouver ça dans des fabliaux, par exemple, à l'époque médiévale. Le roman de Renard, par exemple, ou le roman de la Rose, sont des textes dans lesquels on dénonce cette incapacité de la noblesse à remplir sa fonction sociale. Et quand on veut le justifier, on dit regardez ces chevaliers, la noblesse ne ressemble plus du tout à ça. Et donc, ce qu'on voit, c'est que chaque époque pleure la disparition de la chevalerie au travers de son plus illustre représentant. La mort de Richard Cœur de Lion sous les murs de Chalut en 1199, d'un coup d'arbalète justement, ou encore Bayard en 1524 qui meurt d'un coup d'arquebuse dans les reins. Et donc la remarquable longévité de cette dénonciation manifeste plus son caractère exemplaire, topique, de cette idée de déclin qu'une véritable dégénérescence. En fait, l'âge d'or, c'est un âge d'or littéraire, mais les chevaliers se sont toujours mal comportés du XIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Il n'y a pas de raison que ceux qui se revendiquent chevaliers au XVIe siècle aient un comportement à la guerre ou contre les populations qui soit plus répréhensible que leurs ancêtres. Donc en fait, il y a cette première chose. La deuxième chose, c'est que bien souvent, on a en tête l'idéal d'un chevalier qui est un chevalier courtois, et donc la guerre chevaleresque, c'est une guerre qui n'est pas violente. Pourtant, jamais cet idéal n'a été dépourvu ni de rationalité ni de violence. Et donc les recherches récentes en histoire médiévale mettent bien de l'avant en fait le caractère technique de la guerre médiévale. Organiser une charge de cavalerie lourde, une charge de chevalerie, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça nécessite de maîtriser l'escrime de la lance, ça nécessite de maîtriser l'équitation, ça nécessite aussi de maîtriser des évolutions collectives, donc des entraînements et donc un certain contrôle de la discipline. Et puis par ailleurs, comme je le disais il y a quelques instants, la violence a toujours fait partie de l'idéal chevaleresque. Et dans l'idéal de la guerre chevaleresque, la violence est présente. Elle est présente contre des adversaires, et même contre des adversaires nobles. Si un adversaire noble ne se plie pas aux règles de la guerre chevaleresque, on n'a plus à la respecter. Mais elle est présente aussi, cette violence, contre les adversaires auxquels on ne reconnaît pas un statut égal au sien. Ça peut être contre l'infidèle, notamment dans les romans de la croisade, évidemment. Ça peut être contre des paysans qui prennent les armes et qui sont absolument pas l'égal des chevaliers. À ce moment-là, la violence est autorisée. Mais il y a aussi des actions de guerre qui nécessitent et donc légitiment la violence. La prise d'une ville par la force, par exemple, si une ville ne se rend pas au moment où elle est assiégée, dans cet idéal de bonne guerre, il est légitime
que cette ville soit passée au pillage pendant 3 jours. Et donc là, on voit bien en fait qu'on a affaire à un idéal qui est un idéal de violence, un idéal de la supériorité sociale au service d'un petit groupe, celui des chevaliers. Et puis, il y a d'autres choses qui permettent aussi de remettre en question l'idée de déclin. C'est si on adopte le point de vue anthropologique, il faut se mettre dans la peau de ces gens qui écrivent au XVIe siècle. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, oui, on sait que l'arme à feu s'est imposée. On a la fin de l'histoire, on connaît la réponse. Mais les gens qui vivent ces transformations-là au XVIe siècle, eux, ils sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas si les évolutions techniques sont de bonnes évolutions, si elles vont s'imposer ou si elles vont être abandonnées. Et c'est la même chose pour les évolutions tactiques. Et par exemple, Michel de Montaigne, qui est à la fois un homme de lettres mais un homme de guerre, dans ses essais, prophétise la fin prochaine de l'arme à feu. Et donc, on ne peut pas lui reprocher de ne pas connaître son sujet, mais simplement, lui, il ne sait pas ce qui va se passer dans 10, 15 ou 20 ans. Et donc, la question de l'incertitude est aussi cruciale. Et puis surtout, je crois qu'il n'y a pas d'opposition insurmontable entre l'idéal chevaleresque et les transformations du pouvoir au XVIe siècle. La première chose, c'est que les souverains, François Ier, Henri II en France, bien sûr, mais ailleurs, Maximilien de Habsbourg, donc dans le Saint-Empire, ou même Charles Quint, à cheval entre l'Espagne et le Saint-Empire, ce sont des souverains qui partagent l'enthousiasme de la noblesse pour l'idéal chevaleresque. Ils inscrivent cet idéal dans leur grammaire du pouvoir. Quand ils font leurs joyeuses entrées ou dans leurs sacres, les symboles chevaleresques sont partout. Et puis, parfois, ils l'entretiennent aussi consciemment, dans les tournois, dans les fêtes de cour. François Ier, on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure, a pendant un moment encouragé le duel, alors que ses successeurs ont voulu le contrôler et l'interdire. Et puis finalement, et je crois que c'est aussi un des indices cruciaux, c'est que le XVIe siècle, c'est aussi l'âge d'or de la littérature chevaleresque. D'abord parce qu'elle s'enrichit. On récupère des vieux romans qu'on met au goût du jour, mais on écrit de nouvelles œuvres de fiction. Et puis parce que l'imprimerie permet de diffuser à une échelle sans commune mesure auparavant cet idéal chevaleresque dans de nombreuses sphères de la société. Donc tout ça fait que cette idée de déclin, elle doit être en tout cas remise en cause et je pense abandonnée pour pouvoir développer un nouveau regard sur cet idéal au XVIe siècle. Peut-être qu'on en reparlera après, mais t'as dit un truc qui me fait un peu marrer, c'est-à-dire qu'un chevalier, c'est censé faire face à l'adversité. Tu as précisé que le chevalier Bayard, il s'est pris une balle dans les reins. C'est qui tournait le dos. Il y a plusieurs passages de David Bayard, parce qu'il y a au moins 2 vies de Bayard, celle du loyal serviteur et puis celle de Saint-Florien-Champier à l'époque, où en fait le chevalier Bayard, qui est donc ce parangon de la chevalerie, adopte des attitudes qui nous semblent contraires à l'idéal chevaleresque. Pendant la bataille de Marignan, par exemple, alors je pense que c'est le loyal serviteur qui raconte cela, donc évidemment, c'est une vie romancée, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, mais si ce panégyrique met cette attitude en avant sans la cacher, c'est aussi assez symptomatique, me semble-t-il. Le cheval de Bayard s'emballe, il l'entraîne au milieu des rangs ennemis, et Bayard, pour se sauver, descend de son cheval et rentre à 4 pattes dans le camp des Français. Et donc, on a ce chevalier sans peur et sans reproche qui se retrouve tout seul. Et donc là, évidemment, il part pas se donner la mort en affrontant l'ensemble de ses ennemis. Il se cache dans un fossé et il rentre à 4 pattes dans le camp des Français. À la Sézia, donc quand Bayard meurt, il protège la retraite française. Et donc, après avoir arrêté l'avant-garde impériale, il retraite, donc il tourne le dos évidemment, et c'est là qu'il prend une balle dans les reins. Donc voilà, il y a une distance, et cette distance, plutôt que de l'interpréter comme une sorte de folie ou quelque chose qui est irrationnel, il faut chercher la rationalité des acteurs du temps.
Alors, t'as évoqué là il y a un instant cet essor aussi de la littérature chevaleresque au XVIe siècle. Est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus? Parce que cette littérature finalement chevaleresque, elle a accompagné les chevaliers et leur construction depuis pas mal de temps. D'ailleurs, dans le livre des chevaliers que j'ai la chance de diriger, auquel tu participes, on reçoit Emmanuel Arioli qui écrit tout un paragraphe sur la littérature chevaleresque et on va le voir dans ce livre. Ça prend quand même beaucoup de place. Alors au XVIe siècle, qu'est-ce qui se passe avec cette littérature? Eh bien, comme pendant les siècles précédents, là, je pense qu'il y a aussi une continuité importante. Cette littérature va accompagner cette nouvelle restauration de l'idéal chevaleresque. Il y a un retour vers l'idéal chevaleresque qu'on constate à ce moment-là. Et donc, cette restauration de l'idéal chevaleresque passe par un mouvement donc d'écriture et de réécriture. Et ce moment d'écriture et de réécriture, c'est un moment où on s'approprie l'idéal chevaleresque et on le reformule pour le mettre au goût du jour, pour le mettre en concordance avec les évolutions politiques, sociales et culturelles. Et donc cet idéal chevaleresque, il est profilé par les auteurs pour répondre aux grandes questions du temps, donc les transformations de la noblesse, de l'État et de la guerre. Et donc, là, vous voyez, on a un double mouvement, on a un double mouvement de réception et d'appropriation qui va donner naissance à un modèle chevaleresque original qui est actualisé et qui peut donc qui peut porter pour les contemporains. Et alors, cette forme de la restauration, elle est intéressante parce qu'évidemment, elle se fait dans le bain culturel de la Renaissance. Et donc, le bain culturel de la Renaissance, avec cette redécouverte de l'Antiquité, ce retournement vers l'Antiquité, vers les auteurs de l'Antiquité, vers les formes artistiques, architecturales de l'Antiquité, ce retournement vers l'Antiquité où on va chercher des réponses aux questions qu'on se pose à ce moment-là. C'est ça, le travail des artistes de la Renaissance et des humanistes se fait comme ça. Et il y a un auteur du milieu du XVIIe siècle, qui a une très belle formule, un auteur qui s'appelle Jean Chapelain, qui est un des premiers à intégrer l'Académie de Richelieu, qui dit qui écrit un livre sur les vieux romans, donc ce qu'il appelle les vieux romans, c'est-à-dire les romans de chevalerie. Et donc, lui, son idée, c'est de dire que ces vieux romans-là sont intéressants non pas parce qu'ils racontent la vérité de ce qui s'est produit, mais parce qu'ils racontent une vérité qui va au-delà de ça, une vérité qui va au-delà de l'homme. C'est la vérité de l'honneur, c'est la vérité de la loyauté, c'est la vérité, etc. Et lui, il nous dit, ces vieux romans puisent à trois antiquités. Ces vieux romans, ils puisent à l'antiquité païenne, à l'antiquité chrétienne et aux antiquités modernes. Alors l'antiquité païenne, c'est évidemment l'antiquité telle qu'on la conçoit nous, l'antiquité gréco-romaine. L'antiquité chrétienne, c'est les sources du christianisme, donc c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et les antiquités modernes, ce sont les romans de chevalerie du Moyen-Âge. Et donc, dans cette littérature-là, à cette époque, à partir de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle, on va retrouver les chansons de geste qui sont nées au XIe siècle, qui se sont transmises d'abord oralement, puis qu'on a écrites, et puis là qu'on imprime. On retrouve ce qu'on appelle des romans d'antiquité, c'est-à-dire des romans de chevalerie, mais qui se passent avec César, avec Alexandre. Les romans, évidemment, du cycle arthurien, des biographies chevaleresques, de chevaliers des XIVe, XVe et même XVIe siècle. On a parlé de Bayard, mais on aurait pu parler de Bertrand du Guesclin, donc le connétable de Charles V. Et puis des romans d'aventure, c'est-à-dire des romans qui se passent dans une temporalité qui n'est pas toujours située, mais qui sont très en vogue à partir du XVe siècle. Et donc, parmi ces romans, et notamment parmi les romans d'aventure, on va trouver des succès de librairie du XVIe siècle. Le Roland Furieux de l'Arioste, par exemple, qui rapporte l'errance chevaleresque de Roland, qui est entraîné par sa fureur. C'est un roman qui connaît 180 éditions entre 1516 et 1600, ce qui est absolument énorme pour l'époque. On retrouve évidemment Amadis de Gaulle, qui est publié pendant tout le XVIe siècle. En France, Amadis de Gaulle, c'est 20 livres donc
la suite, le retour du retour, etc. C'est 217 éditions sur la totalité du XVIe siècle. Ouais, aujourd'hui, les ados ont 50 tomes pour les mangas. Voilà. À l'époque, ils avaient leurs 20 tomes aussi, quoi. Et c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des succès qui rapportent tellement d'argent aux libraires qu'on n'hésite pas à faire des suites, à déplacer les personnages. Parfois, on a même des personnages qui sont suivis au-delà de leur mort. Ogil Danois au royaume de Féry, donc qui rencontre la fée Morgane après sa mort, par exemple. Puis on a des romans qui sont moins connus, mais qui à l'époque le sont beaucoup plus. C'est par exemple le cas du roman de Fierabras, qui raconte la conquête de l'Espagne par Charlemagne. Sa première édition date de 1478, ce qui est très 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 tôt. Et on en trouve entre 1478 et le début du XVIIe siècle 34 éditions. Avec des traductions en anglais, en espagnol, en allemand. Et ce qui est tout à fait symptomatique, c'est que ce roman de Fierabras fait partie de la bibliothèque de Don Quichotte, le roman de Cervantes. Donc ce roman est suffisamment connu pour que Cervantes se l'approprie et le donne à voir à son lectorat. Et puis pour cristalliser cette restauration de la chevalerie à l'aune de 3 antiquités, il y a un thème qui est très apprécié à partir du milieu du XVe siècle, c'est le thème des 9 preux. Alors les 9 preux, c'est véritablement un condensé de la culture chevaleresque. Les 9 preux, c'est donc 9 chevaliers, et parmi ces 9 chevaliers, on a 3 chevaliers païens, Hector, Alexandre et César, 3 chevaliers issus de la tradition biblique, Josué, David et Judas Maccabée, et puis 3 chevaliers qui sont sortis du panthéon médiéval, Arthur, Charlemagne et Godefroy de Bouillon. Et donc chacun de ces chevaliers incarne des valeurs et des vertus qui, toutes mises ensemble, vont finalement dessiner la figure du parfait chevalier. Vous voyez, là on a vraiment le témoignage finalement du dynamisme de l'idéal chevaleresque, mais aussi de sa capacité à se réinventer et à s'actualiser lui-même. On voit bien, chaque période produit des héros qui rentrent dans le panthéon chevaleresque. Et donc, à la fin du Moyen-Âge, ça rend l'idéal accessible. Le fait que Bertrand du Guesclin, La Trémouille ou encore Bayard soient considérés comme des chevaliers sans peur et sans reproche, montre que, en allant faire la guerre, on peut accéder à cette éternité littéraire. Donc, ça donne véritablement toute son efficacité à cet idéal. C'est le Marvel Universe du Moyen-Âge, c'est les Avengers, 9 preux et 9 preuses. Si vous voulez en savoir plus, on avait fait un épisode avec William Blanc qui participe aussi à l'écriture de ce livre collectif sur les chevaliers. Je vous laisserai aller le voir sur YouTube. Peut-être qu'il est dispo en podcast, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, sur YouTube, il y est. Vous tapez 9 preux et preuses, P-R-E. UX, voilà, et vous tomberez sur cette vidéo où on vous en parle. Donc, on comprend bien, au XVIe siècle, non seulement cette chevalerie, elle n'est pas forcément sur le déclin, mais en fait, il y a une nouvelle chevalerie, finalement, qui arrive, qui tente d'émerger, quoi. Je crois que le bon terme, c'est le terme de restauration. C'est-à-dire que c'est pas une nouvelle chevalerie au sens où on ne fait pas table rase du passé. Elle est nouvelle dans le sens où, dans une entreprise de restauration, comme quand on restaure un tableau, en fait, c'est toujours l'ancien tableau, mais avec un nouveau matériau. Et donc là, on a un peu la même chose, c'est-à-dire que on va mettre au goût du jour, on va actualiser les valeurs de la chevalerie. Et dans ce processus-là, évidemment, on va pouvoir mettre l'idéal chevaleresque au service de certains groupes de la société. Et puis, cette chevalerie, elle va s'incarner dans un certain nombre de rituels, par exemple. L'adoubement, on en parlera probablement tout à l'heure, mais l'adoubement a tendance à disparaître, mais on en trouve encore des formes sur le champ de bataille, par exemple. Elle s'incarne dans des objets qui sont montrés dans les entrées monarchiques, mais qui sont aussi montrés, par exemple, dans les funérailles des grands aristocrates ou même des funérailles des petites familles de la noblesse locale. Les éperons dorés, par exemple, qui sont un symbole de la chevalerie, la lance. Et elle s'incarne aussi dans des pratiques. Et les pratiques, ça commence par la lecture. Lire des romans de chevalerie, c'est montrer qu'on fait partie de la noblesse. Ensuite, évidemment, participer à des tournois, ne pas supporter l'injure et donc pratiquer le duel, ou encore, tout simplement, quand on est à la guerre, revendiquer le fait de faire la bonne guerre, cette guerre chevaleresque adaptée au XVIe siècle.
On va parler justement plus en profondeur de cette restauration de l'idéal chevaleresque. Depuis tout à l'heure, tu l'utilises plusieurs fois ce terme d'idéal chevaleresque, mais est-ce que tu pourrais nous le définir justement? Cette restauration, elle joue d'abord elle récupère d'abord évidemment les valeurs de la chevalerie du Moyen Âge. Et donc le courage reste vraiment la vertu cardinale de toute chevalerie. Au cœur de la chevalerie, il y a le courage. Et aucune qualité guerrière, si j'utilise le terme de vertu cardinale, c'est parce que aucune qualité guerrière ne peut s'exprimer dans la littérature chevaleresque, mais aussi dans les traités de chevalerie et dans les traités de noblesse du XVIe siècle. Aucune qualité guerrière ne peut s'exprimer sans le courage. Et le courage, qu'est-ce que c'est? Quand on regarde comment ils le définissent, ce courage-là, le courage, c'est une force d'âme qui permet d'affronter à la fois le danger physiquement, le danger physique, mais aussi de supporter l'adversité. Et là, on trouve un élément qui est beaucoup plus renaissant, c'est-à-dire que le courage physique est lié évidemment au Moyen-Âge. Le courage psychologique, psychique en quelque sorte, est beaucoup lié aussi à la redécouverte du stoïcisme, par exemple. Et donc, le courage, il a une double dimension. C'est à la fois celui qui permet d'affronter le danger physique et celui qui permet de supporter l'adversité. Donc, c'est cette vertu qui permet de surmonter sa crainte et d'agir dans le combat. Mais c'est aussi cette vertu qui permet de garder espoir quand le chevalier est en prison, quand il est exilé, ou encore dans les longues périodes de paix où il ne peut pas prouver son courage autrement qu'en ayant de la patience. Et donc, ce courage-là devient véritablement au XVIe siècle ce qui sert à distinguer l'homme de guerre du reste de la société. C'est-à-dire que le courage permet un accomplissement exemplaire qui justifie la supériorité sociale de ceux qui, parmi la noblesse, ont fait le choix des armes. Et là, on est encore dans la concurrence entre la noblesse et l'épée. Et ce courage-là, il repose sur trois autres vertus qui sont moins importantes, mais sans lesquelles le vrai courage ne peut pas s'exprimer. Première de ces vertus, la vaillance, c'est-à-dire la volonté de réaliser des actes de valeur. La conscience, un acte courageux ne peut pas être réalisé sans la conscience de cet acte. Ça peut pas être un hasard. La hardiesse qui est en fait la prédisposition à prendre des initiatives, c'est-à-dire à agir de manière délibérée. Et puis finalement, la constance. Pour être courageux, pour être courageux, il faut exprimer le courage de manière invariable, c'est-à-dire répéter les actes courageux dans le temps. Le seul vrai courageux, c'est pas celui qui est courageux une fois, c'est celui qui est courageux à plusieurs reprises ou tout au long de sa carrière. Et donc, celui qui est courageux aussi, indépendamment du contexte. Donc, on n'agit pas par contrainte ou on n'agit pas en espérant une contrepartie, une récompense matérielle. Les récompenses matérielles sont dignes de récompenser les pages, mais pas de récompenser les chevaliers. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que aujourd'hui, on associe aussi souvent la chevalerie à la magnanimité, c'est-à-dire la générosité, la mansuétude, la clémence. C'est souvent présenté comme une vertu chevaleresque. Et si on la retrouve dans la littérature chevaleresque, elle n'est pas généralisée et elle n'est pas indispensable pour être chevalier. La magnanimité, ça reste une vertu princière d'abord. C'est une vertu encore supérieure, c'est une vertu qui rapproche du Christ, qui pardonne à ses bourreaux. Et donc, on a énormément de chevaliers qui ne font preuve d'aucune espèce de compassion pour leurs ennemis, même parfois quand ils ont crié merci. Beuve de Anton, c'est un chevalier qui est repoussé par sa mère qui s'est remariée. Son nouveau mari lui impose d'envoyer en exil Beuve de Anton pour pouvoir favoriser sa propre descendance. Et donc, toute sa vie est tendue vers cette vengeance de son beau-père. Et à la fin du roman, il retrouve son beau-père, il l'affronte en duel, et quand le beau-père est désarmé et crie merci, Beuve de Anton lui tranche la tête. Et donc, ce courage, finalement, il faut rendre manifeste le courage. C'est-à-dire que le courage ne peut être vu des autres. Il a vocation à être médiatisé, et donc il ne peut être vu des autres que s'il est rendu manifeste. Et ce qui rend manifeste le courage, c'est la prouesse.
Donc la prouesse des romans de chevalerie, c'est véritablement donc ce fait d'armes, c'est véritablement cet acte distinctif. Hein. Et comment est-ce qu'on apprécie une prouesse? Eh ben, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs qui rentrent en considération. Il y a d'abord la hauteur du danger. Hein. Une prouesse, c'est un acte courageux qui peut être fait contre des adversaires innombrables. Hein. Donc un chevalier qui combat à 10, 20, 30, parfois 500 chevaliers d'un coup. La hauteur du danger, elle est mesurable aussi au risque qui est entrepris, hein, ou encore à la qualité du vaincu. Un simple chevalier qui remporte une victoire sur un chevalier reconnu, là, c'est une prouesse. Cette hauteur du danger, elle peut venir aussi de la condition, de l'état du chevalier quand il entreprend son action. Par exemple, aller au combat alors qu'on est malade ou qu'on est victime d'un handicap. Ça montre aussi la hauteur de cet acte-là. On a, par exemple, un topos qu'on retrouve très largement, c'est celui du chevalier aveugle. Sa vieillesse, il a perdu la vision, et il va quand même sur le champ de bataille pour se battre. Alors certains meurent, mais certains survivent à leur combat. Donc la vieillesse, la jeunesse, tout ça, ça peut jouer sur l'appréciation du fait d'armes. Il y a même un célèbre chevalier qui a combattu sans bras et sans jambes pour garder un pont. Oui, qu'on retrouve notamment dans je suis les Monty Python, tout à fait. Alors justement, la prouesse, elle s'apprécie aussi à l'importance de la violence déployée. Et cette violence, elle est toujours superlative. C'est les actes qui sont très vertueux, très excellents, et on voit les chevaliers trancher en deux leur adversaire de la tête aux pieds. On en a même qui sont tellement forts que ils tranchent leur adversaire de la tête, donc en partant du haume jusqu'à l'entrejambe, en entamant le col de leur cheval. Donc c'est des actes qui sont superlatifs, c'est des actes qui sont dans l'hyperbole en permanence. Et puis parfois, là aussi c'est plus surprenant, on mesure la prouesse à l'aune de l'ingéniosité qui est déployée, c'est-à-dire à la capacité du chevalier d'utiliser des ruses et ce qu'on appelle à l'époque des cautèles de guerre. Donc la ruse n'est pas exclue de cet idéal chevaleresque. Le chevalier de la Renaissance, c'est celui qui est à la fois, comme dirait Machiavel, renard et lion. C'est celui qui est à la fois Achille, la force, et Ulysse, la ruse. D'où Bertrand du Guesclin aussi, parce que Bertrand du Guesclin, on met souvent en avant ses ruses. Tout à fait. C'est pas une nouveauté c'est pas une nouveauté de la Renaissance. On a déjà la valorisation de la ruse à l'époque médiévale, notamment quand on redécouvre les traités de l'Antiquité et les stratagèmes de Frontin. Mais cette dimension prend encore plus d'importance, justement avec le retour à l'Antiquité. Et donc ici, effectivement, c'est une chose qu'il ne faut pas laisser de côté. La ruse, c'est une vertu chevaleresque. Alors, dans le chat, il y a un truc qui transparaît aussi. On nous parle un petit peu c'est vrai qu'on n'a pas lâché le mot, mais d'honneur. Est-ce qu'il y a la question de l'honneur qui est importante là-dedans? Typiquement, on a une question très terre à terre en disant, bon, si un chevalier se fait insulter ou voilà, est-ce qu'il est du genre à mettre un petit coup de pression en disant, ouais, il y a un problème, ou alors il dégaine direct son épée parce que ça se fait pas? Je sais pas si on va vers la question de l'honneur et du duel tout de suite, mais oui, évidemment, l'honneur chevaleresque est un des héritages du Moyen-Âge à l'époque moderne. Et le principe de cet honneur-là, c'est le principe que l'honneur ne peut être lavé que dans le sang et la violence. C'est-à-dire une insulte à l'honneur ne peut pas être réparée autrement que dans le sang et la violence. Et donc, c'est là qu'intervient la pratique du duel. Et donc, le duel, c'est pas dans... Ce qui distingue le duel de la rixe, c'est qu'on ne se venge pas immédiatement. On se met d'accord sur un protocole. Alors, on peut se mettre d'accord en 5 minutes et puis aller se battre juste après. Mais on se met d'accord sur une façon de faire. Et ensuite, cette image du chevalier courtois, etc., elle disparaît complètement. C'est-à-dire qu'on a des récits de duels, notamment un duel chevaleresque qui a lieu en 1549 à la cour du roi entre deux aristocrates, Daguerre et Fendille. Et donc on monte
un champ clos. Les chevaliers, enfin les deux grands arrivent au petit matin. Ils ont chacun leur tente. Ils ont des parrains. Les parrains rédigent un protocole, enfin vérifient le protocole de duel qui définit quelles armes on va utiliser, quand est-ce qu'on s'arrête, etc. Ils vérifient la qualité des armes pour pas qu'il y ait pour pas qu'il y ait de désavantage de l'un ou de l'autre. Et puis ensuite, on met les chevaliers donc avec force trompette et étendard dans le champ clos. Il y a un arbitre, un héros qui va s'adresser au public en lui disant qu'il est interdit d'intervenir, interdit de parler, qu'il est même interdit de cracher dans l'enceinte du champ clos. On peut rien faire. Hein. Voilà. Et puis chacun des deux chevaliers fait ses oraisons et là le combat commence. Et quand le combat commence, le héros d'armes nous raconte que en 2 minutes en fait plus aucun des chevaliers n'a une épée, et il y en a un qui a califourchon sur l'autre après lui avoir jeté une poignée de sable dans les yeux et qui l'étouffe en lui donnant des coups de casque sur la tête. Et donc là, enfin, vous voyez, tu vois la distance entre l'image chevaleresque du duel qu'on a et cette violence qui est développée pendant le combat. Justement, revenons sur cette image, justement, parce que tu nous dis qu'au XVIe siècle, donc, se développe cette littérature chevaleresque. On est d'accord que ça fait appel à un idéal, à un imaginaire qui reflète pas forcément ce qu'était la chevalerie, en fait. Encore une fois, on a un idéal qui est dans la littérature, mais qu'on observe aujourd'hui. Cette littérature chevaleresque, et notamment la littérature romantique du XIXe siècle, a évacué tout ce que la chevalerie, une bonne partie de ce que la chevalerie médiévale et du XVIe siècle pouvait avoir de violence. Et je pense qu'il faut jamais oublier que cet idéal chevaleresque, c'est d'abord et avant tout une idéologie de la supériorité sociale. C'est-à-dire qu'elle justifie le fait que les nobles naissent pour la guerre. La fonction sociale de la noblesse, c'est la guerre, c'est la protection du faible, effectivement, mais la protection du faible par la guerre et par la justice. Et si on reste arc-bouté sur cette image des romans du 19e siècle, Walter Scott, etc. Effectivement, là, on est dans un décalage. Et cette image a largement contribué à la perception qu'on a aujourd'hui de la chevalerie. Cette restauration de l'idéal chevaleresque, donc, elle va se faire progressivement. Il y a 3 temps forts. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Oui, c'est intéressant parce que effectivement, la restauration n'est pas continue. C'est-à-dire qu'il y a si on regarde la production des romans de chevalerie, et moi je me suis notamment attaché à la production des chansons de gestes qui ont été traduites en prose ou réécrites au XVIe siècle. Alors au XVIe siècle, entre le début de l'imprimerie, donc les premiers romans vers 1470, jusqu'au début du XVIIe siècle, on se rend compte qu'effectivement, il y a 3 ou 4 moments qui sont cruciaux. Le premier moment de cette restauration, c'est le moment des dernières guerres féodales. Donc, au moment où les grands princes résistent à l'affirmation de l'État. Et ce qu'on voit, c'est que cette restauration, celle-ci, en tout cas cette première restauration, elle est le fait de ces grands princes. C'est des gens comme Charles le Téméraire, c'est des gens comme François de Bretagne qui luttent contre Charles VII et contre Louis XI. C'est le Louis d'Orléans, le futur Louis XII qui rentre en rébellion contre Charles VIII. Et donc c'est dans les cours princières qu'on voit apparaître des ateliers de copistes qui vont réécrire des romans à côté de ceux qui vont écrire les histoires, les chroniques, les annales de ces règnes princiers. Donc cette première restauration, elle vient d'abord de l'impulsion des cours princières. Et c'est intéressant parce que c'est quand même 25% de la production de cette littérature, de ces romans de chevalerie issus des anciennes chansons, qui est produite à ce moment-là, produite et éditée à ce moment-là. C'est intéressant aussi parce que c'est le moment où la monarchie prend conscience de l'importance de l'idéal chevaleresque. Jusque-là, Charles VII et Louis XI ont fait reposer leur légitimité sur la sacralité du sang, la sacralité du sang de la dynastie. Et à partir de ces grandes révoltes-là, on les voit investir plus intensément l'idéal chevaleresque. Et c'est par exemple à ce moment-là que Louis XI crée l'ordre de Saint-Michel, donc l'ordre de chevalerie monarchique de Saint-Michel, qui est un des plus tardifs d'Europe.
On a déjà des ordres de chevalerie chez les princes. On a des ordres de chevalerie chez d'autres souverains, notamment en Angleterre, avec la Jarretière. Mais en France, c'est l'ordre de Saint-Michel, de 1478, qui est le premier finalement à être instauré. Ensuite, il y a un second moment qui est important, c'est le moment des guerres d'Italie. Donc à partir de 1494, mais principalement dans les années 1520. Donc un moment où les guerres féodales se sont tues, un moment où les conflits se sont internationalisés. En Italie, combattent non seulement les princes italiens, les princes ou les États italiens, mais aussi donc la France. Charles VIII est descendu en Italie pour revendiquer le royaume de Naples en 1494. Il s'est heurté à la dynastie aragonaise, donc l'Espagne. Et puis, évidemment, comme il y a des alliances familiales entre la dynastie aragonaise et le Saint-Empire, eh bien l'Empire s'est aussi mêlé des affaires italiennes. Et donc, en fait, en Italie, on retrouve l'Espagne, le Saint-Empire, la France, toutes les communautés politiques italiennes, et parfois jusque le roi d'Angleterre qui s'investit plutôt lui dans le nord de l'Europe, mais dans le cadre du conflit italien. Et donc l'aventure italienne va être aussi le moment de la découverte de la Renaissance par les grands nobles français, et ça va être le moment de la rivalité entre la dynastie des Valois et la dynastie des Habsbourg. C'est là que naît vraiment la rivalité entre ces deux dynasties, notamment au moment de la mort de l'empereur Maximilien Ier en 1519, lorsque François Ier et Charles de Habsbourg, Charles Ier d'Espagne, vont être concurrents à l'élection impériale. Et donc, dans ce moment-là, finalement, les guerres d'Italie, et notamment les règnes de François Ier et d'Henri II, vont apparaître comme le moment de l'expression de l'idéal chevaleresque. C'est le moment où dans les récits, on voit apparaître cette guerre joyeuse. Les nobles seraient descendus joyeusement en Italie pour se faire étriper. Évidemment, là aussi, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, les guerres d'Italie fournissent un terrain de communion entre le roi et sa noblesse. Autour de cet idéal guerrier. Le roi, François Ier, Henri II, ils ont combattu avec leur noblesse. Et donc là, effectivement, il y a ce moment de communion. En plus, si on ajoute à ça aussi que, début du coup du XVIe siècle, c'est la démocratisation de l'imprimerie en fait. Donc à ce moment-là, il y a aussi une révolution technique qui permet de véhiculer toutes ces valeurs qu'on veut restaurer. Tu as tout à fait raison. C'est le moment de la plus importante diffusion de l'imprimé chevaleresque au XVIe siècle. Les années 1520-1530 sont vraiment le moment de l'apogée de cet imprimé chevaleresque. Et c'est aussi le moment où l'imprimerie va pas abandonner, mais à côté des grands formats in-folio. Donc les grands formats in-folio, ce sont vraiment des ouvrages de bibliothèque. Tu les lis pas dans ton pieu le soir, voilà. Voilà, c'est des ouvrages souvent imprimés sur velin, c'est des ouvrages qui sont richement illustrés. Et donc ces ouvrages-là, ils sont de moins en moins imprimés et on voit apparaître plutôt des éditions in quarto, donc c'est la moitié d'un in-folio, et in octavo, qui est la moitié d'un in quarto. Donc des livres qui sont beaucoup moins encombrants, qui sont beaucoup moins chers, qui sont plus largement diffusés et qu'on peut glisser dans une malle ou dans une poche et partir avec. Et donc, par exemple, on sait que dans les malles des conquistadors, il y avait des romans de chevalerie. Pour passer le temps, ils lisaient des romans de chevalerie. Donc, effectivement, là, il y a une collusion entre un moment guerrier et une réalisation technique qui permet la diffusion à une échelle nouvelle de cet idéal. Petite question, mais en fait, on parlait de François Ier. François Ier, au début des guerres d'Italie, il est quand même relativement jeune. Est-ce que ça joue pas un rôle là-dedans aussi, de vouloir parce que en fait, on est à un moment donné de l'histoire où j'ai envie de dire tous les vieux dirigeants de l'Europe sont morts et c'est que des jeunes coqs qui prennent un peu la Est-ce que ça a pas une influence à un moment donné de se dire on a des chevaliers quoi? Alors ça a une influence de plusieurs manières, c'est-à-dire que quand François Ier part en Italie quelques semaines après son sacre.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est immédiat, probablement qui a été pensé avant la succession. Et il part d'abord pour venger les défaites de la fin du règne de Louis XII. Charles VIII a revendiqué Naples, il l'a perdu. Louis XII a revendiqué Naples parce qu'il était l'héritier de Charles VIII, mais il a revendiqué Milan parce que sa grand-mère était une Visconti, qui étaient les anciens ducs de Milan. Il a conquis Milan et il a perdu Milan en 1512. Donc on part d'abord pour venger pour revendiquer ce qu'on estime être des possessions de la couronne et pour venger les défaites de la fin du règne de Louis XII. François Ier part aussi la tête pleine d'aventures, avec des compagnons qui sont jeunes et donc avec la volonté de faire ses preuves. La bataille et la victoire surtout est un moyen pour un roi de montrer, de faire la démonstration de son élection divine. Parce que Dieu ne reconnaît que les justes, et donc la victoire est un moyen comme ça de manifester sa compétence, de manifester sa capacité à assumer ses fonctions, mais aussi de montrer que Dieu l'accompagne. Et donc c'est en vertu de ça que François Ier part effectivement en 1515, et puisque se déroule la bataille de Marignan quelques semaines plus tard, en septembre 1515. Il y a Malo dans le chat qui nous pose la question, à savoir, est-ce que la stature assez exceptionnelle de François Ier joue sur l'image du chevalier puissant ? Oui, on sait qu'il était qui était très grand, sans doute un peu plus d'1m90 si ma mémoire est bonne, mais je pourrais me tromper, donc vous me corrigerez si vous avez d'autres informations. Oui, la stature et l'impression que donnait François Ier à ses adversaires quand il était en armure jouée, et d'ailleurs au musée de l'armée, il y a une armure de François Ier qu'on peut voir et qui est tout à fait impressionnante. Et alors je sais plus si c'est le cas maintenant, mais il y a quelques années, il y avait une armure de François Ier montée sur un mannequin qui lui-même était monté sur un mannequin de cheval équipé d'un chanfrein et de tout son caparasson. Et quand on passait à côté, on voyait, notre tête arrivait à peine à la selle du cheval. Et donc on voit là l'impression que ces chevaliers pouvaient faire sur leurs adversaires et pouvaient faire aussi au simple quidam, dans les fêtes ou dans les entrées royales par exemple. Premier temps, donc, on le disait, ce soulèvement, les dernières guerres féodales. Deuxième temps, ces guerres d'Italie. Troisième temps. Et troisième temps, là encore, de manière très surprenante, alors que on oppose souvent le premier XVIe siècle au second XVIe siècle, donc un XVIe siècle chevaleresque des guerres d'Italie et un second XVIe siècle violent des guerres de religion, le troisième moment du réinvestissement de cet idéal, en tout cas de la publication de ces romans de chevalerie, c'est le moment des guerres de religion. C'est le moment des guerres de religion, où là on voit apparaître une cinquantaine d'éditions en 25 ans, entre 1575 et 1600, on a quand même 25 éditions, et si on compare, la moyenne d'éditions annuelles est comparable à celle de la période des guerres d'Italie. C'est-à-dire que là, pour ces 25 dernières années du XVIe siècle, il y a vraiment un réinvestissement qui se fait. Et là, on a un modèle qui est disputé. On a un modèle qui est disputé parce que il va être à la fois au service des confessions. Les catholiques et les protestants vont se réapproprier l'idéal chevaleresque dans leur lutte confessionnelle, d'une part. Il va être réinvesti par les moralistes qui vont accentuer la question de la dégénérescence de la noblesse dans ces guerres de religion, donc comme une voie de restauration de la noblesse, de l'âge d'or de la noblesse. Et puis, il va être aussi réinvesti par les rois. Henri III, de manière très tardive, avec la création de l'ordre du Saint-Esprit, par exemple, on tente de se réconcilier avec la noblesse en jouant de cet idéal chevaleresque. Et ensuite, évidemment, avec Henri IV, qui lui a véritablement développé une politique symbolique de restauration finalement d'un idéal de concorde entre la monarchie et sa noblesse. Et donc ce troisième moment-là est aussi crucial, et il montre qu'au cœur des guerres de religion, on pense encore que cet idéal chevaleresque peut permettre de ramener l'ordre et la concorde.
On va développer justement tout ça, cette partie usages sociaux, politiques, religieux, en revenant parfois un petit peu en arrière et pour apporter quelques précisions. Alors depuis tout à l'heure, on parle de restauration de cet idéal chevaleresque. Pourtant, on disait que il était pas forcément sur le déclin là. Mais restauration, ça implique qu'il y a quelque chose qui a été perdu. Donc du coup, il avait disparu ou il n'avait pas disparu? En fait, c'est surtout que dans la guerre de 100 ans, cet idéal a eu tendance à reculer. Alors, il n'a pas été complètement abandonné, évidemment, mais on a une tentative d'investissement avec des rois comme Jean de Lebon, qui est capturé à Poitiers, comme Charles V. Mais avec la folie du roi Charles VI et la fin de la guerre de 100 ans, c'est un idéal qui a été plutôt développé, comme je disais tout à l'heure, par les grands princes plutôt que par la monarchie. Et en fait, dans la deuxième moitié du XVe siècle, là, tout à coup, la monarchie et les grands princes et la noblesse vont se retrouver autour de cet idéal. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils revendiquent tous l'idéal chevaleresque, mais leur version de l'idéal chevaleresque n'est que partiellement compatible. C'est-à-dire que l'idéal chevaleresque a des bases communes chez les princes, chez la noblesse, chez la monarchie ou les moralistes de la deuxième moitié du XVIe siècle, mais que chacun tire un peu la couverture à lui en reformulant cet idéal pour en faire quelque chose qui est compatible avec sa façon de voir la société, sa façon de voir le pouvoir ou d'exercer le pouvoir. Tu nous as parlé justement durant le pré-entretien de la crise des représentations chevaleresques. Après le réinvestissement de l'imaginaire chevaleresque par la monarchie, donc à la fin du XVe siècle, et son alimentation par des rois comme François Ier ou Henri II, au début des guerres de religion, on va observer que la monarchie va abandonner un petit peu l'idéal chevaleresque. En tout cas, l'idéal chevaleresque qui s'incarnait dans les entrées royales, dans les sacres, dans les relations politiques entre la noblesse et la monarchie, cet idéal chevaleresque qui va reculer finalement dans l'ensemble de ce discours royal. Et ça, on le voit apparaître après la mort d'Henri II, qui ouvre en fait une période de crise pour la monarchie, dans le sens où on a des rois qui sont jeunes, les règnes vont s'enchaîner assez rapidement. François II règne quelques mois avant que Charles IX ne monte sur le trône. Charles IX est mineur et c'est sa mère, Catherine de Médicis, qui gouverne pour lui. Et Catherine de Médicis va réorganiser le cérémonial monarchique autour de la dynastie, au détriment des autres registres qui s'exprimaient dans ce cérémonial. On met en place, par exemple, le rituel bourguignon, le cérémonial bourguignon. Donc le roi n'est plus aussi accessible qu'auparavant. Donc cette communion entre la noblesse et le roi, elle recule. La noblesse va voir sa place réduite dans le cérémonial. On réorganise l'ordre des préséances. Et donc les enfants de France vont passer devant les princes du sang. Et donc tous ces jeux-là réorganisent et tendent un petit peu les relations entre la noblesse et la monarchie. Alors évidemment, le recul du registre chevaleresque n'est pas l'unique condition des guerres de religion, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça participe de ce divorce entre la noblesse et la monarchie. Et donc, le recul du registre guerrier, qui s'exprimait sur le mode de la chevalerie, va se faire au profit du registre de la paix et de la concorde. Alors on comprend, Catherine de Médicis, son objectif, c'est de garder la paix civile, et elle développe au début de sa régence une politique de concorde, de pacification religieuse, accordant même le droit aux protestants de pratiquer, dans le but de maintenir finalement la concorde civile. Et donc dans les cérémonies, ce qu'on met de l'avant, c'est plus la nature guerrière du roi, mais c'est sa nature, c'est sa capacité à conserver la paix et à garantir la concorde. Et tout ça, ça contribue à une transformation d'un système qui se voulait un peu horizontal à un système qui est de plus en plus vertical. Donc la fiction politique de la chevalerie disparaît et l'image du roi chevalier est sapée. Et en fait, les nobles de l'époque vont interpréter ça comme le signe de l'incapacité de la monarchie à faire régner l'ordre par la violence, d'une part. Ça va être le signe que la robe est en train de l'emporter sur l'épée,
une monarchie plutôt de justice, une monarchie administrative plutôt qu'une monarchie de guerre. Et donc, ça introduit, ça contribue au déséquilibre des relations entre la noblesse et la monarchie. Et ça, on le voit très bien dans l'ordre du Saint-Esprit. Alors que l'ordre de Saint-Michel, qui avait été mis en place par Louis XI, conservait vraiment l'idée que le roi, dans son ordre, était un primus inter pares, c'est-à-dire le premier d'entre ses pairs, et que l'adhésion à l'ordre de chevalerie monarchique entraînait des obligations de la part du roi. Par exemple, le roi garantissait les possessions de ses chevaliers quand ils partaient à la guerre. Donc, s'il mourait, le roi était là pour assurer la succession. Ou alors, il y a certains articles évoquaient le fait que si un des frères, donc un des confrères, était engagé dans un conflit, le roi et donc la force de la puissance de l'État serait mise à son service pour soutenir sa cause. Dans l'ordre du Saint-Esprit, ce genre de choses-là disparaît complètement. Par exemple, le symbole de l'ordre du Saint-Esprit, c'est la colombe pacificatrice. Alors que l'ordre de Saint-Michel, Saint-Michel, c'est l'archange qui commande les armées de Dieu, et donc était aussi le protecteur du royaume. Dans les statuts de l'ordre du Saint-Esprit, le mot chevalerie n'apparaît pas. Et le mot chevalier, il n'apparaît que pour faire référence aux chevaliers de l'ordre de Saint-Michel. Le roi n'est plus un confrère parmi les autres. Le roi est le chef et grand maître de l'ordre du Saint-Esprit. Et le terme grand maître, ça renvoie moins à la chevalerie, en tout cas à la chevalerie militaire, qu'à la chevalerie des ordres monastiques de chevalerie, les commandeurs, l'ordre de Malte est dirigé par des commandeurs. Le roi va demander un serment et le collier qui est porté par les membres de l'ordre n'est plus le signe de leur dignité, comme dans l'ordre de Saint-Michel, mais le signe de leur suggestion. Donc tu vois, il y a à la fois une démilitarisation de la noblesse, une imposition du roi sur le reste des chevaliers, et ce qui rend fou une partie de ceux qui sont convoqués pour faire partie de cet ordre-là, c'est que on demande la vérification de 3 degrés de noblesse pour faire partie de l'ordre. Et cette vérification de noblesse, elle a lieu par des procédures administratives, donc encadrées par des administrateurs de l'État. Et donc, on n'entre plus dans l'ordre parce qu'on est méritant, parce qu'on a fait des prouesses, mais parce qu'on peut justifier d'un certain nombre de degrés de chevalerie, de degrés de noblesse, pardon. Et on a des membres qui, enragés de cette disposition-là, envoient aux administrateurs qui sont chargés de vérifier leur degré de noblesse, alors qu'ils sont grands princes italiens ou d'autres, ils envoient une quantité telle de papiers que les administrateurs refusent de les vérifier. Donc, on voit bien là le passage de cette monarchie de proximité à une monarchie plus administrative qui veut contrôler aussi les voies d'accès à la noblesse et qui veut contrôler les voies d'accès au mérite. Voilà, donc cette crise des représentations chevaleresques, elle est comblée non pas par Henri III, l'ordre du Saint-Esprit ne parvient pas à combler cette crise, mais plutôt par Henri IV, qui lui va renouer avec un discours chevaleresque dans son entreprise de reconquête. Entre son avènement en 1589 et puis l'édit de Nantes, Henri IV combat pour reconquérir le royaume. C'est au début un roi protestant dans un royaume catholique. Il se convertit en 1593, mais il combat contre les catholiques zélés qui ne veulent pas entendre parler d'un roi protestant ou d'un roi converti. Et donc dans cette entreprise, il va non seulement réussir à se rallier la noblesse par une demande de serment, par la distribution de charges ou de pensions, mais également en redynamisant l'idéal chevaleresque. Et donc, par exemple, quand il prend des villes à la tête de son armée, évidemment, ce sont des villes du royaume, donc il ne les passe pas au pillage, parce qu'il faut rétablir son autorité, et donc la clémence, là, lui permet de rétablir son autorité. Mais il va aussi distribuer aux autorités militaires de la ville des écharpes blanches.
qui sont le symbole des armées du roi de France, enfin de ses armées à lui, dans des cérémonies qui ressemblent beaucoup à des adoubements. Et donc, on voit là comment on réinvestit cet idéal pour rétablir le contact avec la noblesse. Évidemment, il n'est pas question pour le roi de partager son pouvoir, mais simplement de faire participer la noblesse à son pouvoir, en lui rappelant que, selon l'idéal monarchique de la chevalerie est d'abord et avant tout une institution qui sert le roi, la couronne et le bien public. Et donc là, on a une nouvelle chevalerie, qui est une sorte de chevalerie citoyenne, dont l'objectif n'est plus de servir un seigneur féodal dans sa patrie d'origine, dans sa petite patrie, dans sa région d'origine, mais bien de mettre la chevalerie au service de l'État, d'un point de vue entendu désormais d'un point de vue territorial et administratif. On va y revenir à cette histoire d'adoubement administratif, parce que je trouve ça rigolo. Mais je me fais la réflexion que cette période de transition qui commence avec Catherine de Médicis, en fait tout est hyper symbolique, parce que Henri II, je le rappelle pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, c'est un type qui meurt quand même lors d'un tournoi de joute. Donc c'est quand même dans la symbolique chevalerie. Et en plus, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on se transforme d'un truc très horizontal à un truc beaucoup plus vertical. Tout l'enjeu en fait de cette histoire d'Henri II qui se fait flinguer lors d'une partie de joute, c'est que justement personne voulait le taper parce que c'était lui le roi, et du coup il avait donné toutes les garanties à un jeune homme qui venait participer au tournoi en lui disant mais t'inquiète pas, s'il m'arrive un truc, personne ne s'en prendra à toi. Et donc le mec dit bon ok d'accord, et puis il flingue le roi. Pas de chance. Donc je trouve que c'est hyper symbolique en fait. Oui, mais alors d'abord ces joutes-là sont organisées pour fêter la fin des guerres d'Italie. Le traité du Cateau-Cambrésis en 1559 vient mettre un terme donc à 60 ans de guerre, et comme on le fait de manière traditionnelle, la fin de la guerre, elle est validée par des alliances matrimoniales et par des festivités. Et dans les festivités, il y a des joutes chevaleresques, il y a des jeux chevaleresques, ça reste comme ça jusqu'à la fin du XVIe siècle et encore au XVIIe. Et donc, dans cette joute-là, effectivement, le roi avait jouté, les joutes étaient terminées et il a réclamé effectivement une course supplémentaire en donnant toutes les garanties à Montgomery, qui finalement a été un régicide malgré lui. Ouais, c'est pas de bol. Il a dû s'en vouloir de ouf. Alors je sais pas, parce qu'il est devenu protestant, il a eu une carrière derrière. C'est vrai que oui. Voilà. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de travaux récents sur Montgomery et sur ce qu'il devient après avoir été donc ce régicide. Ouais, ça serait intéressant, parce que du coup, effectivement, ça se trouve, comme tu le dis, il a pas du tout de culpabilité, en fait. J'ai tenté il y a quelques temps de mettre un étudiant sur cette question-là, mais a priori, les sources sont assez rares, assez dispersées aussi, parce qu'il y a une partie des sources sur la famille qui sont en Écosse, mais on a assez peu d'informations a priori sur ce qu'il devient ensuite. On le voit réapparaître, on sait à peu près quelle est sa carrière militaire, mais cet étudiant n'a pas réussi à remettre la main sur les archives. Voilà, et pour tous ceux qui nous écoutent, sachez que, si vous voulez le fin mot de l'histoire, Henri II a profondément souffert. Il a agonisé pendant au moins 2 jours, je crois. Donc c'était pas agréable comme mort. Donc tu viens de le dire, en fait, ces pratiques ou ces rites chevaleresques, on vient de parler du tournoi. Tu nous as parlé d'un adoubement. Finalement, en fait, ces pratiques et ces rites restent en fait. Oui, alors pas tout avec la même intensité. Donc l'adoubement, lui, depuis le XVe siècle, est en recul. Et il recule, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment de grandes cérémonies d'adoubement. Donc il recule dans sa dimension sociale, mais il prend une importance symbolique nouvelle. Et on le retrouve. Alors, il y a toujours des grands moments d'adoubement. À la suite d'un sacre ou d'une entrée, le roi peut faire des chevaliers. Et c'est intéressant parce que on voit qu'on a parallèlement la chevalerie monarchique, celle des ordres du roi, et une autre chevalerie, qui est une marque de reconnaissance du mérite militaire, que les sources appellent souvent chevalerie de bataille. Donc cette chevalerie qui s'acquiert dans le combat. Et on la retrouve. Alors,
on la retrouve dans certains récits, par exemple Blaise de Montluc, qui est un homme de guerre du XVIe siècle, qui a commencé pendant les guerres d'Italie et qui a servi jusque dans les guerres de religion, qui, dans les guerres de religion, a été un catholique un peu zélé et qui a été accusé de cruauté par les protestants, chose que probablement, effectivement, il a faite. Blaise de Montluc, il raconte dans ses mémoires qu'il a été adoubé sur le champ de bataille de Cérisole, donc en Italie, en 1544. Et comment est-ce que se passe cet adoubement-là ? Le duc d'Enghien le prend simplement dans ses bras. Donc c'est complètement informel. C'est à la suite d'une bataille, probablement pour le remercier de ses actions, mais c'est un geste public et c'est comme ça que lui l'interprète. Et a priori, c'est comme ça que ça a été vécu. On sait aussi que... Faut faire gaffe, quand le protocole il est autant détérioré, tu fous un coup de main dans l'épaule d'un mec et ah merde, ça y est, je l'ai adoubé quoi. On sait aussi que Henri II a fait des chevaliers après la bataille de Renty en 1554. Il récompense certains capitaines des compagnies d'ordonnance en leur donnant le collier de l'ordre de Saint-Michel. C'est le cas notamment de Sceaux de Tavannes. Mais il fait aussi chevalier un certain nombre des membres des compagnies d'ordonnance. Donc là encore, on voit bien qu'on a une chevalerie monarchique et une chevalerie de bataille. Et quand les modernes parlent de ces deux chevaleries, quand ce sont des nobles, ces nobles-là, ils estiment beaucoup plus la chevalerie de bataille que la chevalerie monarchique. Par exemple, Pierre de Bourdeille, quand il parle de l'existence de ces deux chevaleries, il dit que les chevaliers de bataille s'honorent d'être chevaliers, là je le lis, s'honorent d'être chevaliers non de l'ordre, mais de la vraie et noble chevalerie. Donc, vous voyez, on a encore cette compétition, cette concurrence entre la noblesse et l'État qui veut mettre la main sur, qui veut devenir la source unique des distinctions, mais qui n'y arrive pas totalement. Alors, tu le disais, donc cet adoubement-là, en fait, la pratique va vachement évoluer parce que au début, c'est quelque chose d'ultra codifié, quoi. Il y a une veillée, il y a plein de trucs, et là, en fait, à la fin, on arrive à une tape dans le dos, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que on a plusieurs formes d'adoubement. On a un rite qui a été christianisé au cours des XIIe, XIIIe siècles, où on a la veillée d'armes avec une confession, une nuit de prière pour purifier le chevalier, puis ensuite la promesse de vouer sa vie au service de Dieu et de la chevalerie, suivie de la communion, et puis de la bénédiction des armes qui lui sont remises, donc l'écu, la lance, etc. Et puis parfois, dans cette cérémonie christianisée, on a aussi la collée, qui peut être soit une grande tape dans le dos, soit qui peut être faite avec l'épée posée sur l'épaule. Il n'y a pas un ordre qui serait suivi de façon immuable. Il y a tout un tas de choses. On a un rite civil aussi, où là on voit qu'il y a un bain pour la purification. On étend l'impétrant sur un drap blanc ensuite, on l'habille, on l'équipe, et puis on lui donne l'épée, un cheval, l'écu. Puis parfois il y a une messe et puis la collée. Et puis comme on l'a vu, il y a un rite plus militaire où là, la collée devient une simple embrassade sur le champ à partir du moment où elle est publique. Et donc là, on la retrouve, comme je te le disais, pour Montluc, à Cérisole, on la retrouve à Renty, on la retrouve à Fornoux. Charles VIII fait des chevaliers avant la bataille à Fornoux. On la retrouve à Novare. Enfin, voilà, il y a certains épisodes comme ça après les grandes batailles où on décrit le roi ou des capitaines en train de donner la chevalerie. Tout à l'heure, on l'a dit, il y a aussi d'autres pratiques qui survivent, comme le duel, par exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, on peut en identifier un certain nombre, mais peut-être que parmi celles-ci, on pourrait peut-être regarder ce qui se passe du côté des pratiques martiales. Comment ça se passe dans la guerre ? Parce que, si on veut pouvoir affirmer que l'idéal chevaleresque a une pertinence, il faut qu'il s'incarne. Alors, il s'incarne dans les rites, cet adoubement, comme on l'a vu. Il s'incarne dans le duel, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais il s'incarne aussi dans la guerre, et donc dans les pratiques militaires. Parce que l'idéal chevaleresque est relié à une façon de faire la guerre. Et cette façon de faire la guerre, c'est donc celle de la charge en haie.
Donc les chevaliers sont alignés sur une ou deux lignes et ils chargent en laissant entre 20 à 30 mètres de distance. Et cette charge-là en ligne, donc sur des fronts très étendus, est le symbole de l'isonomie chevaleresque, de cette égalité hiérarchique des chevaliers. Chaque chevalier prend part de la même manière au danger, et donc chaque chevalier peut faire la démonstration de ses qualités et de ses vertus guerrières comme son voisin, et à la fin du combat, chaque chevalier peut avoir la part d'honneur ou de honte qui lui revient. Donc cette charge-là, c'est véritablement ce qui fait l'identité de la chevalerie dans les combats. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que cette charge, elle va conserver sa place dans les ordonnances militaires jusqu'à la fin du XVIe siècle. C'est-à-dire que la cavalerie lourde, celle des compagnies d'ordonnance, qui est mise en place en 1445 par Charles VII, c'est une cavalerie lourde qui est donc composée d'hommes d'armes qui sont équipés comme les chevaliers qu'on a en tête, du harnois complet et qui chargent à la lance avec 2 épées, etc. Des hommes d'armes accompagnés par des archers. Alors au départ, ce sont des archers à cheval qui ont véritablement des arcs. Et au cours du XVIe siècle, ces archers vont garder le nom d'archers, mais ils vont devenir ce qu'on appelle des demi-lances. Donc des cavaliers légers qui chargent comme les cavaliers lourds, mais avec des lances, avec des armures plus légères et des lances plus réduites. Et puis dans ces compagnies-là, il y a toujours un valet et un page. Et donc, si on regarde les ordonnances militaires du XVIe siècle, on se rend compte que les évolutions sont extrêmement mineures. La structure de la lance, donc une lance en théorie, une lance c'est un cavalier lourd, 2 archers, un valet, un page. Bon, la structure de la lance, elle évolue. En 1534, François Ier dit que désormais, au lieu d'avoir 2 archers par homme d'armes, il n'y aura plus que 1,5 archers par homme d'armes. Alors, est-ce que c'est pour faire des économies? Est-ce que on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça reste anecdotique. Ensuite, comme je te l'ai dit, la façon de servir entre les archers et les hommes d'armes va s'aligner progressivement. Donc les archers, qui sont aussi souvent issus de la noblesse, vont pouvoir combattre comme les hommes d'armes, comme ceux que l'on voit comme des chevaliers. Henri II va introduire de manière réglementaire l'arme à feu dans les compagnies d'ordonnance, mais elle ne sera obligatoire, cette arme à feu, que pour les archers. Donc pour les compagnons d'ordonnance, ils peuvent avoir une arme à feu s'ils veulent, mais c'est pas obligatoire. En 1574, Charles IX va réaffirmer l'équipement défensif et offensif traditionnel. Donc, dans sa grande ordonnance de réforme de l'armée et des compagnies d'ordonnance, ce qu'il dit, c'est qu'il faut avoir l'armement défensif tel qu'il est défini dans les ordonnances précédentes. Et il donne la liste avec l'armet, le harnois blanc, le chanfrein pour le cheval, etc., etc. Et c'est la même chose pour les ordres de bataille. On garde la haie chez les catholiques comme chez les protestants, à la bataille de Dreux en 1562, à la bataille de Saint-Denis en 1567, ou encore à Jarnac et Moncontour en 1569. Et donc, en fait, l'évolution, elle se fait plus tardivement. Et qui va introduire cette évolution de façon institutionnelle? Eh bien, c'est Henri IV, qui par ailleurs est un roi chevalier. Pourtant, c'est le premier qui va systématiser et qui va rendre obligatoire le fait de charger non plus en haie, mais en escadron. C'est-à-dire qu'on va réduire la longueur des lignes et augmenter le nombre de rangs. Et donc, on va favoriser ici un choc qui est soutenu par le feu. Donc, on abandonne la lance pour l'épée et on impose le pistolet de guerre dans la mêlée. Et là, on est en 1594. Donc, tu vois, on est vraiment à la toute fin du XVIe siècle. Alors, pourquoi est-ce que ça prend tant de temps pour évoluer? La première chose, je pense, c'est la question des incertitudes. Quand on regarde l'histoire militaire du Royaume de France, on a autant de victoires que de défaites de la cavalerie lourde. On a autant de victoires de l'arme à feu que de défaites des fantassins ou des reîtres allemands, par exemple, qui avaient des pistolets de guerre.
Et donc c'est difficile de prendre une décision parce que on est dans un moment un peu d'équilibre. Par exemple, il y a eu des tests qui ont été faits sur des armures de la fin du XVIe siècle à l'arsenal de Graz en Autriche et qui ont montré que au-delà de 25 mètres, en fait, les arquebuses n'étaient plus efficaces sur les armures. Et donc ces tests-là remettent en question cette idée d'une disparition de la chevalerie inéluctable, etc. Là, on est vraiment dans l'incertitude. Et cette incertitude, on la retrouve dans les ordonnances. En 1534, François Ier autorise les compagnons d'ordonnance à alléger l'équipement, leur armure, notamment l'équipement de jambes. En 1549, Henri II revient sur cet allègement et réimpose l'équipement complet. En 1577, même chose. En 1577, on autorise le port de la demi-armure, mais en 1584, on réinstaure le harnois complet. Donc là, il y a vraiment cette incertitude dont on parlait tout à l'heure. Oui, parce que c'est très facile a posteriori de se dire bah oui, mais bon, c'était évident. Mais en fait, aujourd'hui, on vit les mêmes trucs, que ce soit sur le point de vue militaire ou voilà. Regardez, en début de semaine, au moment où on enregistre cet entretien, Mark Zuckerberg, qui est persuadé depuis des années que la VR ça va bien fonctionner, il vient d'abandonner Meta Horizon en perdant 80 milliards de dollars. Donc là non plus, c'est comme dirait notre cher président, qui aurait pu le prédire. Donc voilà, on ne sait jamais, et a posteriori, c'est toujours facile de tirer des leçons. Exactement. Et on peut pas reprocher. Alors là, on a des administrateurs de l'État, le roi, la monarchie, qui prend des décisions militaires, mais on a aussi des débats entre hommes de guerre qui s'invectivent par traités interposés. Un petit peu comme aujourd'hui ça peut se faire dans la presse ou par livre interposé. Mais il y a un débat très célèbre entre Basta, qui est un homme de guerre autrichien d'origine albanaise, si je dis pas de bêtises, et qui a fait une bonne partie de sa carrière au service de l'empereur Rodolphe II en Transylvanie et en Hongrie, c'est-à-dire sur les marges européennes, en se battant notamment contre l'Empire ottoman. Lui, il est partisan de l'escadron. Alors, il dit, oui, la charge à la lance traditionnelle, c'est plus puissant que l'escadron. Et puis, la cavalerie lourde sera toujours la meilleure partie de l'armée parce que c'est là que se trouve la plus haute noblesse, etc. Mais il souligne aussi toute la difficulté. Donc, il dit, oui, mais la charge à la lance, sur les terrains étroits, ça marche moins bien. Dans les terrains couverts, ça marche moins bien. Dans la montagne, c'est pas possible. Et puis il dit aussi, voilà, pour lutter contre l'arquebuse, on a alourdi l'équipement défensif, et donc aujourd'hui c'est une cavalerie qui n'est plus mobile. Eh bien, en face de lui, Wallhausen, donc Johann Jacobi von Wallhausen, qui lui est au service de la famille de Nassau, donc dans les Pays-Bas, qui est connu pour avoir été le premier directeur de l'académie militaire de Siegen, qui était ouverte en 1617. Donc vous voyez, on est vraiment 1617, on est à la toute fin de la période que moi j'ai étudiée. Lui, il prend le contre-pied et il souligne tous les problèmes de l'escadron. Et donc il dit, quand on charge en escadron, une fois que le premier rang est arrivé contre l'ennemi, le deuxième rang s'enfarge dans le premier, le troisième dans le deuxième, et on peut plus rien faire. Et donc on a deux hommes de guerre expérimentés qui ont fait la guerre toute leur carrière, et qui ne sont pas d'accord pour savoir s'il faut abandonner ou pas la charge à la lance. Alors, la solution, elle réside sans doute en partie, d'abord dans le fait que Basta est un capitaine de cavalerie légère et que Wallhausen est un capitaine de cavalerie lourde, donc il y a peut-être une concurrence entre armes à déceler derrière ça, mais elle réside aussi dans le fait que cette charge, elle reproduit les hiérarchies sociales. Si les nobles y sont attachés, c'est aussi parce que c'est le symbole, la marque de leur excellence. Et donc, discuter de la charge en haie, c'est aussi discuter de l'utilité sociale de la noblesse. Et quand Machiavel, dans son art de la guerre, discrédite la cavalerie en disant que la cavalerie lourde n'a aucune utilité, c'est pour mieux vanter les mérites de l'infanterie. Et donc, le modèle du soldat citoyen, qu'il a essayé de mettre en place à Florence dans l'ordinanza il y a quelques temps. Donc ici, on touche à un domaine qui est éminemment politique. Et quand en 1541 et en 1545, François Ier autorise les nobles qui servent au banc et à l'arrière-banc, donc des nobles qu'on convoque
en complément de l'armée. Il les autorise à servir à pied pour ceux qui sont pas capables de s'équiper. Et ben, dès 1548, Henri II revient sur cette décision et il appelle les gentilshommes à servir à la mode des compagnies d'ordonnance. Pourquoi ? Tant pour le bien du royaume que pour la satisfaction de la noblesse. Ça veut donc dire qu'il y a une partie de nobles qui n'était pas du tout content que François Ier autorise certains d'entre eux à servir à pied plutôt que de servir à cheval. Et donc là, ça renvoie à ce que la lance a de symbolique. Cette lance, elle est elle est un symbole de l'identité nobiliaire. Dans la culture chevaleresque, la lance, c'est le symbole de la prudence. C'est la prudence qui apporte la victoire sur les passions. Donc elle est droite comme la vérité, la lance. Dans la culture chevaleresque, la lance, c'est l'arme avec laquelle les héros accomplissent leurs plus grands exploits. Et d'ailleurs, souvent, leur premier exploit aussi à la lance. Et c'est la lance, c'est l'arme dont les jeunes gentilshommes doivent faire la démonstration de la maîtrise quand ils sont dans les tournois, dans les courses à la bague, dans les joutes. Donc on a vraiment cette idée d'un lien très profond en fait entre la pratique de l'escrime de la lance et la noblesse. Et comme je le disais tout à l'heure, la charge en haie, c'est complètement ça. Et alors là, tu nous parles de jeunes hommes, justement, et on parle aussi de la survivance ou non de rites et de pratiques liées à la chevalerie. Oh, donc je me pose une question, c'est quid de la place de l'éducation chevaleresque, du coup qu'est-ce qu'on inculque aux jeunes? Et ça, justement, est-ce que ça se perd à un moment donné? Est-ce qu'il y a une survivance aussi? Alors là aussi, on a des survivances, mais évidemment avec des évolutions. L'éducation traditionnelle des jeunes nobles, cas des enfants mâles qu'on destine à l'armée, à la guerre, c'est que jusque vers l'âge de 7 ans, ils sont plutôt élevés par les femmes. Donc c'est une éducation de tous les jours, une éducation morale, une éducation à un peu de la lecture, etc. À partir de l'âge de 7 ans, ils sont pris en main par les hommes, et là commence leur éducation militaire, alors l'éducation guerrière. Donc on commence à l'épée, on commence avec de la lance, l'équitation, des choses comme ça. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de jeunes qui vont donc soit continuer leur éducation avec leur père, leur oncle dans le cadre familial, avant de partir dans l'armée, soit ils vont être mis dans les écuries d'un noble qui est un peu plus élevé que eux et qui les prend sous leur protection, et puis pour les plus prestigieux, les écuries royales. Et donc dans ces écuries-là, ils apprennent, donc ils continuent leur formation à l'escrime de la lance et à l'équitation. Ils apprennent les évolutions collectives et ils apprennent aussi un certain nombre de pratiques qui sont à la fois des pratiques guerrières et des pratiques sociales. Courir la bague, c'est-à-dire essayer, quand on est à cheval sur une lice, d'enfiler sa lance, la pointe de sa lance dans un anneau qui est accroché à un poteau. C'est à la fois un exercice d'habileté qui est extrêmement utile pour la guerre, pour l'escrime de la lance, mais c'est aussi participer à des fêtes nobiliaires dans lesquelles on va se donner à voir. Donc, il n'y a pas d'opposition entre la guerre, la violence et puis le fait d'être un bon courtisan. Et donc, dans mes travaux, j'avais été voir un petit peu, j'avais été voir les contes de l'écurie du roi. On n'en a pas conservé beaucoup, la plupart ont disparu, il y a une petite dizaine pour la totalité du XVIe siècle. Mais ça suffit pour voir des constances. C'est-à-dire que dans l'écurie du roi, pendant toute la période, on continue à commander des éperons, des anneaux, des lances, des fers de lance, à la fois pour l'éducation et pour les grandes cérémonies. Et on continue à faire la différence entre des commandes d'éperons dorés pour des jeunes qui ont été adoubés chevaliers et des éperons de fer blanc pour des jeunes qui sont encore en formation. Et donc là aussi, on voit comment les choses se font. Et puis quand la formation est terminée, ces jeunes-là sont ceux qui sortent de l'écurie du roi sont quasiment, la plupart du temps, sont envoyés dans les compagnies d'ordonnance. Pour les autres, rentrer dans les compagnies d'ordonnance est plus compliqué. Parfois, ça passe par une connaissance, un oncle, un protecteur qui va prendre un jeune dans sa compagnie, qui va prendre un jeune comme page. Et puis quand une place va se libérer, il aura une chance de l'avoir. Et l'éducation se fait à ce moment-là, comme on disait à l'époque, le cul sur la selle. C'est-à-dire que c'est sur le terrain qu'on apprend le métier.
Alors, dans ce bouquin auquel tu participes sur les chevaliers, qui s'appelle Les Chevaliers, eh bien, on va revenir aussi sur la place des femmes dans la chevalerie et dans ce qu'on appelle les chevaleresses. On a une question du chat qui dit, à cette époque-là de la fin de la chevalerie, avec plein de guillemets du coup, quelle est la place des femmes, justement, dans la chevalerie? Est-ce qu'on a des chevaleresses? Est-ce qu'il y a des femmes en armure à cette période? Alors, on a des chevaleresses. On a les dipreuses. Tu en parlais tout à l'heure. Donc, un motif littéraire qui se développe surtout au XVe siècle et qui donne une sorte de contrepartie féminine à ces 9 preux, évidemment. Hein, donc, une sorte de communauté de saintes guerrières, un peu comme on a des saints guerriers. Et on va retrouver, par exemple, Jeanne d'Arc, hein, qui va obtenir une place dans cet espace-là. À ma connaissance, il n'y a pas de femmes chevaliers. Moi, je n'en ai jamais trouvé. On sait que certaines femmes se déguisaient pour faire partie de l'armée. On a des exemples, mais j'en ai jamais vu dans la cavalerie lourde. La place des femmes dans l'esprit du temps, avec une attribution genrée des genres sociaux, pour dire des grands mots. La place des femmes, elle est ambiguë dans l'idéal chevaleresque. On a certaines femmes qui adoubent des chevaliers. Hein, dans la littérature, ça arrive, des adoubements féminins. Et donc, ce sont des femmes qui remettent les armes à ces chevaliers-là. On a des chevaliers qui combattent pour l'honneur des dames, évidemment, notamment dans les duels judiciaires. Mais on a aussi des choses plus surprenantes dans le même ordre d'idées. Je sais plus, j'ai plus l'exemple en tête, mais dans un siège des guerres d'Italie, si je dis pas de bêtises, mais alors un siège pendant les guerres d'Italie, dans le nord de la France, donc c'est un siège entre les Anglais et les Français, si ma mémoire est bonne. À un moment donné, on a un seigneur anglais qui est enfermé dans la ville, si je dis pas de bêtises, qui propose aux assiégeants français de donner quelques coups de lance pour les dames. Donc on est en pleine guerre et en plein siège, et là tout à coup on va s'affronter à la lance, 6 chevaliers anglais, 6 chevaliers français, juste pour le plaisir et le goût des dames. Donc voilà, donc ces femmes-là sont souvent des femmes de l'aristocratie qui elles-mêmes dans la société de l'époque ont une place qui n'est pas la même que les femmes issues de la roture. C'est-à-dire qu'il y a plus de proximité entre une femme noble et un homme noble qu'entre une femme noble et une femme roturière. On va accepter qu'une femme noble, et c'est d'ailleurs son devoir, quand son mari part à la guerre, le devoir de la femme noble, c'est de faire vivre la seigneurie, donc de prendre des décisions économiques, de prendre des décisions parfois militaires. On a des femmes qui réunissent des compagnies, on a même des femmes qui donnent des ordres à des compagnies. Mais je n'ai pas d'exemple de femmes qui prendraient les armes ou qui se mettraient en armure pour aller combattre. Dans cet idéal chevaleresque qui se confronte aux pratiques et aux évolutions, etc., il y a une rupture dans les années 1620. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et évidemment, j'ai le beau rôle d'arriver à la fin et donc de choisir une nouvelle rupture qui pourrait évidemment être remise en question, mais je crois qu'il y a un certain nombre de choses quand même qui se passent dans les années 1610-1620. Et ce que moi j'observe, c'est le fait qu'à ce moment-là, on a une rupture entre l'idéal et les pratiques chevaleresques. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il me semble que cet idéal chevaleresque trouvait des incarnations à la fois sociales et dans les pratiques militaires. À partir du début du XVIIe siècle, et notamment dans les années 1610-1620, là je crois qu'il y a quelque chose qui se joue. D'abord, on a un nouveau pic de publication. Dans les années 1620, apparaît la Bibliothèque bleue. Alors on a appelé ça la Bibliothèque bleue parce que c'était les impressions de romans de chevalerie repris des romans de chevalerie du XVIe siècle, souvent résumés, compactés, mais pas vraiment retravaillés, édités sur un papier de mauvaise qualité avec une couverture bleue, et donc qui se vendaient beaucoup moins cher qu'auparavant. Et donc là, ce que ça montre, c'est qu'il y a probablement une modification de la structure sociale du lectorat. Donc probablement, j'hésite à utiliser le terme de démocratisation, mais en tout cas une diffusion plus importante,
au-delà des cercles du public traditionnel. La deuxième chose, c'est que dans les cérémonies, ça c'est intéressant, on voit que les pièces d'honneur dont je parlais tout à l'heure, les éperons dorés, l'épée, le harnais du roi, qui étaient montrés par exemple dans les joyeuses entrées des rois de France, ces pièces d'honneur, ça a toujours été des pièces qui étaient à la fois fonctionnelles et symboliques. C'est-à-dire qu'on montrait les éperons dorés du roi, mais le roi aurait pu mettre ces éperons-là pour partir à la guerre. On montrait l'armée du roi, mais il aurait pu combattre avec cette armée-là. À la mort d'Henri IV, le grand écuyer, donc qui est Roger de Saint-Lary de Bellegarde, demande à un armurier du roi d'abord de démonter la grande épée pour la nettoyer. Donc il démonte la grande épée pour la rendre bien scintillante pour la cérémonie. Ça, on a l'habitude, on a des pièces qui étaient restaurées assez régulièrement, etc. Mais il lui demande également, et c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant, de fournir un aume et un gantelet. Alors un aume, un gantelet et une paire d'éperons 2 fois plus grands que le naturel. Ça veut dire que l'objectif, c'est plus que ces pièces puissent être portées à la guerre, mais c'est qu'elles soient mieux vues par le public. Elles ne sont plus, on peut plus les mettre, un armée 2 fois plus grande que d'habitude, ça n'aurait aucun sens, donc on peut plus les mettre pour aller combattre. Et donc, ça devient véritablement des pièces uniquement symboliques, plus des pièces fonctionnelles. Il y a d'autres indices, notamment la condamnation du duel. Jusque-là, cette condamnation, elle avait été toute relative. Pendant les guerres de religion, Charles IX avait tenté de l'interdire. Henri III en avait fait un crime de lèse-majesté. Henri IV également avait repris ça en 1602, on avait fait un crime de lèse-majesté. Mais en 1609, il avait abandonné l'interdiction, probablement parce qu'il n'arrivait pas à l'encadrer. Il était revenu à une forme d'encadrement, il fallait demander l'autorisation du roi pour se battre un duel. Mais à partir du ministériat de Richelieu, on va avoir une condamnation beaucoup plus poussée du duel. Richelieu va se battre contre toutes les formes de contre-pouvoir, le pouvoir espagnol en Europe, le contre-pouvoir des protestants dans le royaume de France, mais aussi le pouvoir de la noblesse, puisqu'il faut rendre au roi la capacité de gouverner. Et donc dans ce cadre-là, la condamnation du duel va devenir beaucoup plus importante. Parce que ce duel-là, il est considéré comme une forme de justice privée, d'une part, mais aussi parce que Richelieu veut protéger la vie noble. C'est-à-dire que la vie noble ne doit pas disparaître dans un duel qui est inutile pour la couronne. La vie noble, elle doit se donner, elle doit se sacrifier sur le champ de bataille. Et donc, ce qu'on voit à ce moment-là, par exemple, il y a eu un cas qui est très célèbre en 1627 de François de Montmorency-Bouteville, qui est condamné pour duel. Alors c'était un duelliste patenté, c'était pas son premier duel. Le roi lui avait interdit de se battre à nouveau en duel, et il s'est quand même battu en duel. Et donc il est condamné à mort. Et dans l'espace qui sépare sa condamnation à mort de son exécution, le prince de Condé écrit une lettre au roi pour lui demander la grâce de Montmorency-Bouteville. Et à ce moment-là, son argument, c'est de lui dire, il a failli, et là aussi je le lis, il a failli par l'erreur de la coutume de votre royaume qui fait consister l'honneur en des actions périlleuses. Donc, c'est pas de sa faute s'il s'est battu en duel, c'est parce que la coutume du royaume lui imposait finalement de laver cette injure dans le sang. Et que se passe-t-il ? Le roi refuse de revenir sur sa décision et il fait exécuter Montmorency-Bouteville. Et à partir des années 1630, le duel, qui était quelque chose qui pouvait être public, mais qui devenait un petit peu clandestin auparavant avec les premières condamnations, mais là, le duel devient vraiment une pratique clandestine. Et là ne combattent plus que vraiment, on ne combat plus que dans la clandestinité. Et puis, du côté des transformations de la guerre, on remarque exactement la même chose. Sur les armures à partir des années 1620-1630, il y a une petite pièce qui a l'air anodine, mais qui disparaît. C'est l'arrêt de cuirasse. L'arrêt de cuirasse, c'est, si vous allez dans un musée ou si vous regardez sur Internet, vous le verrez, c'est une pièce qui se trouve sous le sein droit du chevalier et qui se déplie. C'est la pièce sur laquelle on fait reposer la lance, pour éviter de l'avoir à la portée à bout de bras. Et cette pièce-là, elle disparaît.
Donc, si elle disparaît, c'est qu'elle a plus d'utilité, c'est qu'on n'a plus de lance. Donc, on sait que c'est à ce moment-là que les charges en haie à la lance ont désormais disparu. Dans le code Henry, on le dit, on a changé la lance en pistole, tout simplement. Donc voilà. On sait que les troupes espagnoles ont chargé encore à la lance pendant la guerre de 30 ans, mais ça reste des exceptions. Et dans les exemples qu'on a, c'est souvent quelques nobles au milieu des autres. Donc c'est vraiment une survivance qui a plus lieu d'être. Et s'impose alors le modèle suédois, c'est-à-dire une charge de cavalerie, mais avec des équipements légers, beaucoup plus de mobilité, et on charge à l'épée et au pistolet. Donc là, moi je pense que là, effectivement, il se passe quelque chose aussi, quoi. Ouais, la guerre de 30 ans, enfin, quand tu dis que c'est les dernières charges, c'est les trucs qui deviennent totalement inefficaces ou... Et c'est résiduel, c'est des exemples résiduels qui tiennent plus de l'exception, alors que jusqu'à la fin des guerres de religion, on a encore des exemples, des armées entières qui chargent à la lance. Les armées protestantes en escadron qui affrontent des armées catholiques à la lance. Donc, c'est pas anecdotique. Là, ça devient anecdotique. Tout au long de cet entretien, on a quand même parlé du rôle fondamental de la littérature dans cette perception et cette restauration de la chevalerie. À ce moment-là, cette rupture, elle rentre en œuvre aussi ou pas du tout? Alors, oui, c'est le moment où on voit apparaître aussi, alors ça commence pendant les guerres de religion, dans le cadre de cette concurrence entre l'épée et la robe. On voit apparaître une chevalerie de justice, c'est-à-dire le revers de la médaille. Il y a la chevalerie militaire et tout à coup, les administrateurs de l'État mettent en avant l'idée que eux aussi sont les héritiers de la chevalerie, parce qu'à l'origine, la chevalerie, c'était et l'épée et la justice, et eux ont hérité de la justice. Mais que désormais, et ça c'est au moment des guerres de Louis XIV qu'on le voit apparaître, au moment où on va dénoncer la guerre constante de Louis XIV, désormais que cette noblesse s'est pervertie dans des guerres qui n'ont plus de sens, les seuls vrais héritiers de la chevalerie, c'est la noblesse de robe. Et donc là, on passe vers un autre idéal avec d'autres valeurs et une incarnation dans les tribunaux plutôt que sur le champ de bataille. Benjamin, merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps aujourd'hui pour nous parler de la fin de cette chevalerie. Tu bosses sur quoi en ce moment? C'est quoi tes actus? Alors actuellement, nous depuis 2 ans, depuis 6 ans, nous travaillons sur une histoire de l'Europe. Le premier volume sur l'Antiquité est paru en 2020. On est en 2026, donc 2024. Oui. Le deuxième volume est paru en septembre 2025 sur le Moyen Âge. Et là, nous venons de boucler le tome sur l'époque moderne. Donc, ça m'a occupé beaucoup, qui est une relecture de l'histoire de l'Europe à l'aune des avancées de la recherche depuis les 15 ou 20 dernières années. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je travaille beaucoup. Ça sera en librairie, si je dis pas de bêtises, à partir de fin septembre, début octobre 2026. Et il devrait y avoir une présentation aux Journées de l'Histoire de Blois. Et c'est un livre, c'est une série de livres grand public. C'est une série de livres qui fait de la synthèse et qui est destinée à la fois à des étudiants ou à des universitaires, mais aussi à un public qui est féru d'histoire. Et puis ma deuxième actualité, là c'est plus pointu, c'est plus pour le public académique, mais s'il y a des auditeurs qui sont vraiment passionnés d'histoire militaire, je publie je dirige avec mes collègues Pauline Lafille, qui est historienne de l'art, et Jonas Campion, qui est historien du 19e et du 20e siècle, les actes d'un grand colloque qui a eu lieu en 2023 et qui s'appelait Étudier la guerre, qui fait la synthèse des avancées et des perspectives et des chemins pour l'avenir pour étudier l'histoire de la guerre aujourd'hui. Et ça paraîtra en 3 volumes aux presses universitaires du Septentrion en octobre également 2026. Pas mal de boulot. Tu vas pouvoir, à la fin de l'année, tu vas te prendre un petit mois de vacances tranquille. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un mois complet, mais j'y pense. T'as quelques ouvrages sinon à nous conseiller, ou même des documentaires ou autres, pour revenir sur cette fin de la chevalerie? Pour l'aspect littérature, un ouvrage que moi j'avais vraiment beaucoup apprécié, c'est l'ouvrage d'Élisabeth Gaucher, qui s'intitule Les biographies chevaleresques.
et qui revient sur cette mode des biographies chevaleresques au XIVe et XVe siècle, et qui, pour moi, a représenté vraiment, pour pouvoir comprendre ce qui se passait au XVIe siècle, ça a été vraiment un ouvrage capital. C'est un ouvrage en études littéraires, mais donc c'est très bien écrit et c'est passionnant. Sur la guerre, pour ceux qui s'intéressent plutôt à l'aspect guerrier de la chevalerie, il y a un livre qui a été écrit par un chercheur anglais, David Potter, qui s'appelle Renaissance françatoire, qui est vraiment très très bien fait. Donc je le recommande vraiment à tous mes étudiants d'habitude, mais c'est aussi très accessible à condition de parler l'anglais. Sinon, il y a les 2 ouvrages dont tu as parlé au tout début de notre entretien, dirigés par Hervé de Réveillon, Histoire militaire de la France, paru chez Perrin il y a quelques années maintenant, et puis Le Monde en guerre, chez Passé Composé, qui lui sort du cadre strictement français pour proposer véritablement une sorte d'histoire globale de la guerre à l'époque moderne. Alors, ce sont des livres auxquels j'ai participé, mais au-delà de ma participation, je trouve que c'est vraiment des livres qui sont passionnants. Et puis le deuxième est très bien illustré, donc c'est vraiment très agréable. Et alors, dans ce livre auquel tu participes, les chevaliers, en gros, tu vas revenir un petit peu sur ce que tu as abordé aujourd'hui? Voilà, je vais d'abord essayer de synthétiser les 30 pages de notes que j'ai en ma possession pour tenir le gabarit qu'on m'a imposé. Et donc revenir sur cette fin de chevalerie, évidemment. Et puis, tu m'as aussi confié la responsabilité de trois focus. Je sais pas comment il faut appeler ça, mais Tout à fait. Oui. voilà. Donc 3 focus, un focus sur la bataille de Pavie, dans lequel je reviens sur la question de la disparition de la chevalerie et la bataille de Pavie. Un focus sur Bayard comme parangon de la chevalerie du XVIe siècle, et puis un focus sur Don Quichotte, que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. Donc ces 3 focus-là sont rédigés, tu peux te rassurer. Ah, super. Voilà. Et un focus donc sur Don Quichotte et sur les ambiguïtés. J'ai axé ça sur les ambiguïtés de Don Quichotte, entre rire et larmes, on pourrait dire, entre ridicule de la chevalerie et désespoir de l'état du monde. Eh ben, trop hâte de lire ça et de le partager avec tout le monde. Merci encore, Benjamin, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci à toi, merci aux auditeurs. J'espère ne pas en avoir fait fuir trop. Ah non, pas du tout. Pas du tout, et d'ailleurs, les gens te remercient. On a aussi quelqu'un qui demande si tu joues toujours au baseball, apparemment. Voilà. Alors non, j'ai arrêté le baseball. Mon corps ne supporte plus les accélérations. Voilà, pour revenir à un registre sportif, je suis plus capable de courir comme je courais auparavant. Donc je ne joue plus au baseball. Mais puisque ça vous intéresse, depuis que je suis arrivé au Canada, je me suis mis au hockey sur glace, qui est tout aussi exigeant, mais on ne se refroidit pas. Donc mon corps supporte encore le hockey sur glace.